Alors, messieurs, on va passer à la nouvelle rubrique, le like-dislike, et on va commencer par toi, Momo. Toi, tu rigoles, mais on va commencer par toi. Alors, t'as 1 minute, 1 minute 30 pour exposer ton like-dislike, et derrière, on en débat autour de la table. C'est parti. On va commencer par le like. Le retour de notre ami au premier plan d'Hatem Ben Arfa. S'est retrouvé enfin. Il n'a pas encore joué. Laissez-le terminer. Il a fait son premier entraînement cet après-midi. Non, mais ça fait plaisir de le revoir, franchement, et pouvoir avoir la possibilité d'évoluer au plus haut niveau. Parce que bon, c'est de sa faute, s'il n'a pas évolué au plus haut niveau l'année dernière. Mais c'est terminé, je peux continuer. T'inquiète, t'auras le temps de l'attaquer, juste après. Non, alors on sait qu'il a eu quelques problèmes annexes avec le Paris Saint-Germain sur son état physique, sa condition, son sérieux, qui ont fait que bon, il a été quelque peu placardisé par Unai Emery. Mais le revoir dans un club de Ligue 1 susceptible, un club familial comme le Stade Rennais, susceptible de pouvoir le remettre en selle, franchement, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle, parce que Hatem Ben Arfa, quoi qu'on en dise, balle au pied. Je pense qu'il y a plus d'un Comorien qui souhaiterait avoir son talent. Donc, ouais, je te laisse terminer. Voilà. Et concernant mon dislike, ça concerne notre ami Adil Rami. Il a fait un match, allez, je vais me lâcher, merdique hier soir. Il a littéralement offert 2 buts à l'AS Monaco. C'est un champion du monde, ça, Cédric. Hein, c'est un champion du monde. Mais il est champion du monde, qu'il veuille ou non. Ouais, ça fait peur. Alors, on va d'abord s'attarder sur le like de Momo concernant Hatem Ben Arfa. On a vu Riyad beaucoup commenter son... oui, je vois pas l'euphorie avec Ben Arfa. Pourquoi pourquoi pas? Non, c'est pas une euphorie, mais c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Enfin, on a pas joué. Non, parce que dès qu'il va planter 15 buts, je veux entendre son discours. Quand il va quoi? Pardon, quand il va quoi? Non, j'ai pas entendu. Quand il va quoi? 15 buts, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord. Ouais, mais ça fait 2 ans qu'il fait rien, il va arriver en Ligue 1, il va mettre 15 buts. Pourquoi pas? Ça faisait 2 ans. La Ligue 1, je veux bien qu'elle soit raillée, la Ligue 1, mais c'est pas un championnat facile. Avant de revenir à Nice, c'était quoi, Hatem Ben Arfa? Il était dans le trou aussi. Ouais, mais attends, il avait pas fait quasiment une saison et demie, dans les tribunes. Il a fait une bonne saison, franchement, sur le côté. Du côté du City, il jouait pas. D'accord avec ça. Le City, il jouait pas, Newcastle, il jouait pratiquement plus. Donc là, hier, tu t'es posé devant, franchement, devant le match devant Rennes Bordeaux, et avant le match, tu t'es dit, il y a Ben Arfa, il est présenté, tu t'es levé de ton canapé. Ouais, j'étais moustillé. Et il t'en faut peu, quand même. La vie de Cédric, son retour de Ben Arfa, moi, j'y viens pas. C'est à son image, en fait, beaucoup de bruit pour pas grand chose. Voilà, merci. Merci. Il finit à Rennes, et après, moi, j'ai écouté sur InfoSport sa présentation, j'ai pas eu la chance de regarder le match hier, puis Rennes Bordeaux en attendant. ouais. On va parler de 0 et Arfa les débuts en premier. Ben Arfa qui dit, non, retourner à Nice, c'est comme si retourner avec son ex. Ouais, j'ai envie de dire, si t'es revenu en France, c'est grâce à Nice. Si t'as été, vulgairement parlant, si t'as pris les coups dans l'or pendant que tu fais les coups dans le PSG, c'est grâce à Nice. C'était même en équipe de France, hein. Et aujourd'hui, tu dis, je peux pas retourner avec mon ex. Donc, ça me dérange un peu. C'est bizarre, parce qu'en plus, à Nice, il y avait un nouveau projet avec Vieira, c'est attrayant. En plus, bon, je pense que tout le monde ici préfère vivre à Nice plutôt qu'à Rennes. Après, je rejoins Momo. Aujourd'hui, le projet de Rennes. Le projet de Didier C'est Létang. intéressant. Ouais, mais Il y a la Coupe d'Europe. Ben Arfa, Nyon. Enfin, les temps, oui, on n'a pas vu ses On n'a au pas PSG vu au aussi. PSG, malheureusement. Ouais. Ah bon, on verra toi, du côté du Stade Rennais. Baf, toi, t'avais l'air plus enthousiaste. Bah ouais, moi je pense que c'est une bonne nouvelle, mais après c'est vrai qu'il faut pas s'exciter non plus, parce que c'est vrai que Ben Arfa Je sais pas, moi, j'ai entendu 15 buts. Mais pourquoi pas? S'il les plante. Tu remarqueras autant après. Non, cette séquence. Et si. Tout enregistré, Momo, y a pas de souci. Tu le remarques autant, tant mieux pour le Stade Rennais, mais c'est vrai que, voilà, on est content de le voir, parce que c'est vrai que, voilà, ballon au pied, Ben Arfa c'est un joueur extraordinaire, mais voilà, il y a trop de, j'ai pas le bon mot, il est trop inconstant. Ouais, il est trop inconstant, et pour ça, pour l'instant, je suis content, parce que, voilà, il est bien présenté, voilà, on attend beaucoup de lui à Rennes, mais voilà, pour les supporters rennais, voilà, faut pas trop s'enflammer, quoi. Faut pas trop s'enflammer, voilà, 15 buts, déjà, s'il en veut à marquer, autant. Laisse-le faire 15 bons matchs, après on verra les 15. Qui se remettent déjà en forme physiquement, d'aplomb. Ah, moi, j'attends le moment où un membre du staff de la Mouchille verra manger un grec sur le parking, comme au PSG, hein. T'es pas très fit, lors de sa présentation. Ah, moi, sa présentation. Je sais pas. T'es pas très fit. Il doit se remettre en forme, il doit se remettre en bonne condition physique. Alors lui, il espère revenir. Oui, voilà. Le maillot non plus n'était pas, était un peu serré. C'est comme quand il arrive au PSG. Il avait vraiment tout pour réussir. Les gens, ils l'aimaient. Il était aimé dans la presse.
Et puis il se pointe pas de avec des, niveau, il se pointe avec des kilomètres 3 à Paris. Il fait n'importe quoi, comme je viens de dire, il se fait prendre en train de manger un grec sur le parking par un membre du staff. Gamry, il retient pas jamais les erreurs. Ça fait 10 ans que c'est comme ça, quand même. Athènes Ben Arfa, l'éternel énigme. Et on va notamment suivre nos 3 clubs français qui rentrent en lice. Le Paris Saint-Germain à Anfield contre Liverpool, Lyon à l'Etihad Stadium face à Manchester City et Monaco qui reçoit l'Atlético Madrid. Ma question va être simple, messieurs. Qu'est-ce que vous attendez de nos clubs français en général dans cette première journée de Ligue des Champions? Bah, déjà, du côté de Lyon, bah, éviter de se prendre une trop grosse branlée. Ouais. Non, franchement, s'ils pouvaient vraiment ou faire un match nul ou faire un excellent match et perdre vraiment sur le fil, ce serait vraiment une très bonne chose. Mais après, sur la campagne de Lyon en Ligue des Champions, voilà, ils doivent au moins s'assurer de la deuxième place, parce que la première place, elle est pour City, mais la deuxième place doit être pour Lyon, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si Genesio vit des moments pas simples à Lyon en ce moment. Voilà, Lyon doit avoir cette deuxième place en Ligue des Champions de par son histoire. Pourquoi tu me regardes comme ça, Riyad? Mais parce que pour ce que tu dis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, non, mais... Attends, vas-y. Non, mais attends, t'as vu le groupe de Lyon? Bah, oui, il y a Manchester City, Offenheim et Shakhtar. Voilà, et Shakhtar. Bah, parce que pour toi, Shakhtar est plus fort que Lyon. Bah écoute, tu verras ça, mon frère. Bah écoute, moi j'ai envie de dire déjà de par son histoire, de par ce qu'on a vécu Lyon par le passé, voilà, ils doivent sortir de ces poules. Voilà, tu peux, voilà, City est supérieur, ok. Moi je te dis que dans cette poule, si Lyon va en Europa League, c'est très bien. Ce sera là-dessus sera bien. Mais Lyon doit avoir la deuxième place. Non, je suis pas d'accord avec Lyon doit avoir la deuxième place. Voilà, je suis d'accord avec Bab. On attend une phrase. Est-ce que Lyon va accéder aux huitièmes de finale? On attend. Ils se doivent d'accéder en huitième. Est-ce qu'ils atteindront les huitièmes de finale? Bien sûr. Est-ce qu'ils les atteindront? Je veux une phrase choc. Est-ce qu'ils les atteindront les huitièmes de finale? Est-ce que tu peux l'affirmer en ce 17 septembre? Nous sommes le 17 septembre à 20h50. Est-ce que tu peux affirmer que Lyon atteindra les huitièmes de finale? Réponds à cette simple question. Par oui, par la positive ou la négative? Non, je ne céderai pas la pression. En tout cas, laisse-moi terminer mon propos. Moi, si tu veux, je peux te répondre, Momo. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi sommes-nous là? Non, moi, je peux te répondre. Moi, je peux te répondre, monsieur. Non, attends, laisse-moi. Je vais terminer. Vas-y. Je vais terminer. Lyon se doit est dans l'obligation de passer les huitièmes de finale. Je suis désolé. Quand t'es dans le chapeau 3 et que t'hérites d'une poule de ce niveau-là, alors je ne dénigre pas. Le Hoffenheim de Nagelsmann et le Shakhtar. D'accord. Mais en même temps, t'es l'Olympique Lyonnais. T'as un budget quand même qui est de plus de 200 millions d'euros. Je suis désolé. Il faut passer cette poule. Même si il y a Hoffenheim de Nagelsmann. Qu'il faille la passer, je suis d'accord avec toi. Voilà, je suis d'accord. Mais moi, je te dis que s'il termine 3ème dans cette poule où il y a quand même de la qualité, les Lyonnais... C'est un échec. C'est un échec. De ton point de vue, je comprends par rapport à... Tu parles du budget et tout, que Lyon a une puissance financière supérieure aux deux autres équipes. Mais je peux te dire que les deux autres équipes en termes de qualité, Hoffenheim, bon, si il n'y a pas à parler, ils terminent en premier. Je te parle d'Hoffenheim et Shakhtar. Moi, je te dis, tu verras, le Shakhtar, l'année dernière, en poule, ils ont baladé Naples. Ils ont perdu des joueurs, Shakhtar. Oui, mais à chaque fois, ils arrivent à se renforcer. Ils ont toujours 3-4 Brésiliens super intéressants. Ils ont un très bon entraîneur. Hoffenheim a un très bon entraîneur et un groupe de qualité. Donc, moi, je te dis que Lyon, c'est vraiment pas assuré, comme j'ai pu entendre, je sais plus qui a dit ça. Non, on n'assure pas. On se dit qu'ils sont dans l'obligation. Les équipes en gagnant avec des champions, ils se doivent aussi non, excuse-moi. Lyon a un meilleur passé que Hoffenheim ou que Shakhtar. Donc vraiment, pour moi, Lyon doit passer de par le budget, de par même les objectifs qu'ils ont envie d'avoir. En tout cas, aller loin en Ligue des Champions. C'est fait sortir par la Gantoise. Oui, ils ont le passé de s'être fait sortir par la Strasbourg en qualification. Ok, mais arrêtez. Non, mais on dénigre pas les deux équipes. On dénigre pas les deux équipes. Hoffenheim aussi. On dénigre pas du tout les deux équipes. Moi, je trouve que c'est même deux bonnes équipes, mais je trouve que Lyon est supérieur. Lyon, en tout cas, je sais pas s'ils sont supérieurs, mais en tout cas, ils se doivent de passer parce que là, vraiment, ils sont dans une poule ouverte. Clairement, c'est une poule ouverte. Mais arrête de dire ouvert. Mais t'as pas vu la qualité des deux autres équipes. Non mais Hoffenheim, c'est pas le Hoffenheim, on a vu jouer. Ça va, regarde. Celle-là, s'il te plaît, il est 20h53. Tu pourras me la sortir, Hoffenheim, c'est pas le Bayern. Si, je te la sortir. C'est la vérité. Non, note. Le 17 septembre à 20h53. Voilà, note. Prends une note. Demande à Düsseldorf Prends une note. si Hoffenheim c'est le Bayern. Prends une note.
On verra le Tu les as pas vus suffisamment. Tu les as pas suffisamment vus jouer au Offenheim l'an passé. Offenheim, ils sont combien au classement là? Non, mais l'année dernière. Non, mais là, Nas, faut pas se faire ce classement. Nas, faut pas se faire ce classement. Là, c'est que le début de la saison, faut pas se faire ce classement. Voilà. Non, mais faut pas se faire à Lyon. C'est juste que Lyon, ce qui m'inquiète, c'est tout ce qui est, tout ce qui est du côté de Genesio. Voilà, du côté de Genesio, Genesio, il vit des moments pas simples. Et je sais pas, justement, s'il va vraiment réussir à se concentrer totalement. Il est vraiment en train de noter la phrase. Non, voilà, je sais pas si Genesio va vraiment se concentrer vraiment sur le football, mais vraiment, voilà, nous on est d'accord, voilà, c'est vraiment une poule ouverte et Lyon a totalement sa chance pour la 2e place. Vraiment. Il a Offenheim, Belfodil. Ouais, je savais pas. Ah, c'est pour ça que tu parlais, d'accord, je comprends mieux pourquoi tu défends autant Offenheim. Non, pas du tout, parce qu'il a un entraîneur de très bonne qualité. Oui, Nagelsmann, on connaît, mais franchement, certes, moi je ne dénigre pas Offenheim, ce qu'a fait Offenheim en Bundesliga l'année dernière, même il y a 2 ans, parce qu'ils ont fini 4e il y a 2 ans. C'est extraordinaire même. Je dénigre pas ça. Mais Lyon, quand même, vu son budget et vu l'historique de Lyon en Ligue des Champions, je suis désolé, ils doivent au moins finir devant Offenheim et le Shakhtar, voilà. C'est tout le Shakhtar qui est sorti l'année dernière du groupe avec Naples et City. L'année dernière, Lyon, tu le mets dans le groupe de Naples et City, ils sortent pas. C'est bien, mais c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle saison. Ok, non mais très il est hautain, aujourd'hui il est hautain. Non mais aujourd'hui je discute pas trop avec lui parce qu'il est hautain aujourd'hui. Le Shakhtar a perdu beaucoup de joueurs. C'est pas la même base. Ils ont perdu Fred, ils ont perdu Bernard. Ouais, voilà. Donc c'est 2 joueurs majeurs quand même qu'ils ont perdu. Donc ne faites pas passer Offenheim et le Shakhtar pour Manchester City et le FC Barcelone. Merci. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Donc j'espère en tout cas que Lyon, je pense qu'ils perdront contre City, mais j'espère qu'ils passeront les 8e de finale. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. On va passer à mon like. Désormais, moi j'avais envie de parler de Saint-Etienne. J'avais parlé de Saint-Etienne et vous voulez des phrases chocs, je vais vous en donner une. Je pense que Saint-Etienne peut lutter pour le top 3 de la Ligue 1. Alors j'ai déjà... Non mais attendez. Non mais maman, assieds-toi, reste assis. On entre dans sérieux. Un mec qui a sorti quand même que Ben Arfa allait marquer 15 buts cette saison quand même. C'était pour impressionner la galerie, tout simplement. La vidéo elle est encore là. Hein? Ah mais vous verrez. Non, concernant Saint-Etienne, je dis ça pourquoi avec surtout... ou sans Johnny Non mais en fait le truc c'est quoi? C'est que bon, c'est pour bien sûr pour vous faire réagir, mais c'est pour vous dire que Saint-Etienne il y a un vrai potentiel. Pas donc. Si j'y crois. Après il y a une part d'incertitude. Moi je pense qu'ils peuvent lutter. J'ai pas dit qu'ils vont être dans le top 3, j'ai dit lutter. Attention, il y a une nuance dans mes propos. Lutter, c'est faire la... à 10 points du 3e. Non, par exemple, je sais pas, finir à 2-3 points peut-être du 3e. Vraiment qu'il y ait une fin de saison. J'ai des arguments. Je pense que par rapport à Marseille, par exemple, pour moi qui est leur concurrent direct pour la 3e place, ils ont quand même des joueurs intéressants comme Kazri, comme Cabella, comme Debuchy, Subotic. C'est des joueurs quand même... Tout ça, c'est des titulaires. Oui, c'est des titulaires. Pour lutter jusqu'à la fin, faut aussi. Mais justement, ils ont des bancs. Ils ont des joueurs de banc. Il y a Amouma qui est quand même une valeur sûre à Saint-Etienne. T'as Beric. Je veux bien valeur sûre quand. Amouma, entre nous, mais après là, faut gagner toutes les semaines. Amouma, je te parle pas. Faut battre l'OM chez lui, faut battre l'OL chez lui. Ok, mais Amouma, je te l'ai cité, un joueur de banc. Je dis un joueur de banc. Il faut des joueurs de complément, il faut des joueurs de banc. Amouma, c'est pas un titulaire en puissance. Amouma, c'est un joueur qui va rentrer s'il y a 0-0, il va renverser le match. Il a les capacités pour. Ça fait Amouma. 5-6 ans qu'il a 5. Non, j'exagère. Amouma, il a fait des bons trucs à Saint-Etienne. Mais tu l'as déjà vu transcender. Renversant devant un match, tu t'es dit, wow, il a fait des bonnes saisons à Saint-Etienne. Non, pas dans des grosses affiches. Dans des petites affiches. Il lui est arrivé de. Mais attendez, on parle de qui? Mais Amouma, je l'ai mis en joueur de banc. En joueur de banc. C'est pas un cadre. Mais les joueurs de banc, c'est pas des cadors, sinon il serait sur le terrain. Il serait titulaire. Donc c'est pas un cadre, mais tu vas nous dire qu'il peut. Mais c'est un mec qui a de l'expérience en Ligue 1 et dans les matchs pourris, peut-être pas dans les grandes affiches, mais dans les matchs pourris où il y a 0-0, il peut débloquer une situation. Alors, hormis le fait de pouvoir rentrer à la 60e, le joueur de banc, c'est aussi le mec qui va remplacer un titulaire s'il est blessé ou s'il est suspendu, tu vois. Mais Amouma, il a été titulaire. Donc il sera titulaire. Mais Amouma, avant cette saison, il était titulaire à Saint-Etienne. Ah ouais, mais Saint-Etienne, il jouait la 2e, 3e place quand il était titulaire. Il jouait les places européennes. Et c'est la 2e, 3e place à Ligue des Champions. Saint-Etienne, ça jouait à la 5e. Oui, mais c'est les places européennes. Mais moi, je te dis qu'Amouma, c'est un joueur. Mais là, attends. Ils ont jamais joué la Ligue des Champions. On reparle du gouffre l'année dernière entre le 3e, le 4e et le 5e. Non, je te parle pas de l'année. Au niveau des points. Moi, je te parle pas de l'année dernière. Moi, l'année dernière, Saint-Etienne, ils avaient raté leur début de saison et justement, ils s'étaient bien rattrapés. Je te parle
du groupe qu'il y a entre les têtes d'affiche. Oui, mais ça, c'est que cette année. Mais là, la Ligue 1 est complètement différente aujourd'hui. L'année dernière, je veux dire, mais là, cette année, la Ligue 1 elle est différente. C'est pas forcément dire qu'il y aura Lyon et Marseille, ils commencent mal aussi. Oui, et après. Et bah, tu vois qu'ils se sont. Mais il y a combien de points d'écart? Il y a combien de points d'écart entre le 3e et le 4e l'année dernière? C'est Marseille et Lyon. Je crois qu'il y a 1 ou 2 points. Entre Marseille, oui, mais 3e et 4e. Mais moi, je te parle pas de 5e. Moi, je te dis que Saint-Etienne, cette saison. Devant, t'avais PSG, Monaco, Lyon, Marseille. Ces locomotives, elles étaient devant. Bon, cette année, t'auras peut-être pas Monaco. Là, je pense que. Tu les vois jouer la deuxième, oui, mais moi, je pense que dans cette configuration-là. L'année dernière, où Marseille avait impressionné tout le monde. Moi, cette année, Marseille ne m'impressionne pas. Et j'ai l'impression qu'on surestime cet effectif. Tu retiens pas les enseignements de la saison dernière. Marseille et Lyon avaient fait un mauvais début de saison et au final ils se sont retrouvés 3e et 4e. Mais les saisons se suivent et se ressemblent pas. Pour une 3e place et pour une 4e place. Tu peux pas baser ton analyse que sur ce qui s'est passé la saison dernière. Tu te bases sur 3-4 matchs? Non, moi je me base sur l'effectif. Non. Mais arrête de tilter sur Amouma. Je t'ai cité Kazri, je t'ai cité Kabela, je t'ai cité Debuchy, je t'ai cité Envila, Subosic, Perrin, Ruffier, c'est des joueurs internationaux. Et toi tu restes bloqué. Oui, c'est des joueurs internationaux. Oui, qui est international dans Kazri? Kazri international. Kabela était à la Coupe du Monde 2014. Oh, mais je rêve. Attends. Debuchy, c'est pas un international français. Il a fait. Mais il était appelé, mais parce que. Mais il était à 2 doigts de faire la Coupe du Monde. Si Sidibé était blessé. Arrête, mais il rigole ou quoi? Les gars, c'est Saint-Etienne. Attends, les gars. Attends, tu l'as vu son escroquerie quand il a dit il y a des internationaux? Debuchy, c'est pas un international. Non, pour moi, il a combien de sélections? Il n'est pas considéré à l'heure actuelle comme un international. Donc d'accord, tu sais qu'il allait faire la Coupe du Monde si Sidibé était blessé. Si Sidibé était blessé. Et attends, comme deuxième joueur, parce que t'avais Pavard, Sidibé, et t'avais qui d'autre aussi en arrière droit avant que tout le monde se blesse? T'en avais d'autres des arrière droits avec ton blesse. Debuchy sort de 6 mois en fin de saison l'année dernière. Viens pas me dire que c'est un international. Mais c'est un international, il a de l'expérience, il a joué des matchs de Coupe d'Europe. Mais je rêve, il me sort que c'est un international. Mais c'est dingue quand même. Debuchy, c'est pas un international. C'est une blague ou quoi? Il est plus à considérer comme un international français dans une équipe championne du monde. Moi, mon avis, si vous voulez savoir, Debuchy, je le considère pas comme international. C'en est un, je suis désolé. Le gars, il a fait la. Ça fait trop longtemps. Debuchy, 27 sélections. Ouais, mais ça fait trop longtemps. 27 sélections. Mais c'est comme si je disais Loïc Rémy, c'est un international, tu vois. Mais non, mais Loïc Rémy, ça fait 4 ans, il est à la cave. Debuchy. Non, mais Debuchy, il allait faire la Coupe du Monde si Sidibé n'était pas blessé, il était dans la shortlist. Donc ne compare pas Rémy qui était à la cave. Que Thauvin, je te rassure. Et alors, c'est quand même un mais c'est quoi ton problème? C'est un fait. International. Il a fait la Coupe du Monde 2014, il allait faire l'Euro 2016 s'il s'était pas blessé. Il allait le faire. Mais il l'a pas fait. Il était blessé. Bref, revenons aux autres joueurs. C'est un international, c'est quoi un international? Attends, mais qu'on donne la définition. Il y a 10 ans. Oui, c'est un international. C'est un international. D'accord. Et Ruffier, attends. Mais Ruffier fait pas partie des meilleurs gardiens de Ligue 1 depuis des années. Il est pas dans le top 3, dans le top 5 des meilleurs gardiens de Ligue 1. Bah alors. Non mais alors, c'est la vérité. On dirait que je parle d'une équipe de branquignoles. Non mais attendez, soyons sérieux les gars. C'est des joueurs. Kazri, c'est pas international. Je viens de te dire qu'il y a que Kazri en vrai international. Bah les autres aussi c'est des internationaux, je suis désolé. Enfin bref, moi je pense parce que pourquoi j'ai eu cet avis, c'est parce que j'ai vu le match contre Monaco. Alors certes, c'est un Monaco malade. C'est un Monaco malade. C'est un Monaco en fin de vie là. Bref, ils ont fait quand même un oui, mais ils ont gagné quand même. Et ils ont fait un match plein. Et je trouve quand même qu'au niveau du jeu, Angers a battu Monaco. Angers va jouer à la 2e ou 3e place. De quoi? Angers a battu Monaco. Tu compares Angers et Saint-Etienne. Tu t'y connais bien au foot. Moi je compare rien. Tu compares Angers et Saint-Etienne. Ton argument c'est quoi? Ils ont battu Monaco? Non. Est-ce qu'à Angers ils ont des joueurs comme Kazri, comme Kabela, comme Debuchy, ils ont des joueurs comme ça à Angers? Ils ont Angers. Ils ont qui? Oh Riyad Saïdi, messieurs dames, mais Riyad Saïdi par KO. Là, je pense que là, on passe à autre chose. On va passer à autre chose. Je pensais qu'on était une émission sérieuse, mais apparemment, on ne l'est pas. Bref, dites-nous dans le live si vous êtes d'accord avec mon avis. Tous nos respects à Sharon Doy, évidemment. En
En tout cas, dites-nous sur le live si vous êtes d'accord sur le fait que Saint-Etienne peut lutter pour le top 3. Moi, j'y crois en tout cas. Donc voilà. Bon, je pense qu'on va passer au slide. Moi qui étais là, est-ce que j'aurais le temps de parler de Lille et tout? On a parlé de Saint-Etienne au final. Et je sentais que là, il a été bouillant un peu. Donc, des internationaux. Ouais, j'avoue. Mais c'est des internationaux, mais vous connaissez pas. C'est grave quand même. Franchement, c'est grave. Du Big Five et l'avis de Momo, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être que j'aurais dû écouter un peu plus. Oui, bah voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question. Au lieu de traîner sur Twitter et de nous montrer des bêtises. C'est vrai que il y a un retour du Big Five. Oui. Merci Riyad. Merci Riyad. Moi je t'ai écouté Momo, donc je vais rebondir sur ce que t'as dit. Si il y a un truc à dire en première ligue, s'il vous plaît, je m'adresse à Jürgen Klopp, fini Anderson, mettez Naby Keita. S'il vous plaît. Ça fera plus. L'engagement de Jordan Anderson. Non, mais Anderson, depuis le berceau, j'ai jamais aimé. Moi. Non, mais Anderson, c'est quand même, il est vaillant, quoi. Des joueurs comme ça, il en faut. Il en faut, bien évidemment. Anderson, il est vaillant. L'UFC, c'est enfin des missions. Mais tu vois, voilà. Toi, c'est ça le problème de Riyad. Toujours dans l'excès. Non, mais t'as le choix entre Naby Keita, qui est aussi, comme tu dis, entre guillemets, vaillant et excellent balle au pied. Non, mais tu peux pas je pense que Keita, c'est une question d'intégration, dans le sens où il va avoir sa place dans le 11. Non mais Klopp il est pas fou si Fabinho il joue pas, c'est qu'il est pas prêt. Il le voit à l'entraînement, il voit comment il joue, il est pas prêt. Non mais c'est la vérité Riyad. Et Klopp le temps de s'acclimater, mais en tout cas Fabinho, bon c'était peut-être un peu exagéré parce que le temps de s'acclimater et tout, mais Naby Keita, de ce qu'on a vu, de ce que j'ai vu. Après, mais de toute façon, mais même parlons d'Anderson. Oui, mais c'est quand même dingue de voir toujours Anderson. Moi, je suis pas pour Liverpool, je suis pas supporter du Liverpool. Mais ça me fait mal au cœur d'avoir vu Anderson prendre le capitana après Steven Gerrard. Ça m'a fait mal au cœur, excuse-moi. Oui, mais je l'avais dit à personne, faut que je le dise. Faut que les gens le sachent. À nos auditeurs. Et c'est terrible de voir ça. C'est terrible pour les enfants qui regardent ça aussi. Parce qu'il y a des enfants qui regardent le foot. Non, mais exactement. Mais oui, exactement. Mais arrête. Mais si t'as envie de jouer le titre et si t'as envie d'être encore un prétendant chaque année en Ligue des Champions, Anderson, c'est sur le banc. Anderson, ils ont pas fait finale dans un autre club. Attends, ils ont pas fait finale de Ligue des Champions avec Anderson. Oui, mais en finale, ils ont existé combien de temps? Non, mais ils sont allés en finale. Et combien d'équipes là sont larguées d'aller en finale de Ligue des Champions? Ils sont allés en finale grâce à un gros collectif. Dont Anderson. Mais qu'on arrête. Mais sans Anderson, mais la plus-value de cette équipe, mais elle serait 10 fois supérieure. Mais qu'on arrête avec Anderson, c'est tout. Défensivement parlant, moi je suis pas fan d'Anderson, mais il faut avouer qu'il rend des services. Bien sûr. Énormément de services défensivement parlant. Le club il est pas fou quand même pour le mettre. Écoute, il annihile pas mal d'actions adverses. Le club quand il a eu l'occasion de ramener des milieux de terrain, il en a ramené 2, Keita, Fabinho. Pour moi, ça envoie un message aussi qu'Anderson, tu vas virer mon pote. Ça se voit, il joue encore. Mais parce que on vient de parler d'intégration. Voilà, non mais peut-être que oui, il veut emmener de la concurrence à ce poste-là aussi. On sait aussi que Liverpool joue pas mal de compétitions entre la Ligue des Champions, la Première Ligue, ils sont sortis de la Coupe de la Ligue, mais tu peux pas, ils auront une longue saison. Il y a eu la blessure d'Oxlade-Chamberlain. Liverpool a quand même vocation à faire partie des 10 meilleures équipes européennes. Oui. Dans aucune autre des 10 équipes. Mais tu peux pas, mais je te parle même pas d'effectif. Je te dis que Anderson ne doit pas être titulaire. Non mais Anderson, c'est pas un joueur spectaculaire, c'est pas un joueur à une technique. Je ne demande pas d'être spectaculaire. Par exemple, prenons le cas d'un joueur qui un peu dans son, par exemple Casemiro. Non, Casemiro quand même c'est au-dessus parce que même techniquement c'est au-dessus Casemiro. Voilà, tu peux pas mettre quelqu'un de meilleur techniquement. Non mais Anderson, il fait son taf. Il fait son taf, mais c'est ce qu'on lui demande de faire. Mais Momo, c'est pas ça. Moi je rejoins un peu Nafa pour le coup. Non mais là, demande de faire, c'est-à-dire que tu peux pas avoir mieux. Hein? Tu peux pas avoir mieux. Tu dis OK Anderson, vas-y, il court. Mais quand quelqu'un te porte satisfaction dans ce que t'attends de lui. Mais pour aller plus haut, faut toujours viser mieux, faut toujours être ambitieux. En tout cas, moi, ce que je vois depuis qu'Anderson est là dans cet effectif, c'est que le gars est là dans cet effectif. De cette équipe ça fait quand même des années qu'il est à Liverpool. Ouais. Non, c'est clair qu'au début, Anderson, à ses débuts à Liverpool, il fallait le voir sous Brendan Rodgers. Mais c'était affreux. C'était calamiteux. Mais tu peux là, mais d'année en année, il a progressé. J'ai vu ça marcher. Voilà. Il a progressé parce que les joueurs à côté de lui sont meilleurs et ça le fait ressortir et que ça l'aide. Mais sinon, tu le mets dans un, par exemple, tu le mets Naby Keita qui vient de Leipzig. Anderson, tu le mets à Leipzig,
Mais tu perds du sang quand tu le voyais à Liverpool avec des joueurs un peu moins bons. Mais t'as des joueurs comme ça. C'est vrai que si peut-être Anderson, t'as raison, si on le met dans un autre club, il fait de la merde. Mais le problème, c'est que là, il est implanté dans cet effectif. Il est l'un des tauliers de cette équipe. Pour moi, c'est un poids pour Liverpool. Ouais, tu vas fort là. Non, pour moi, c'est clairement un poids pour Liverpool. Les plus gros matchs de la saison. Les plus gros matchs de Liverpool parviendra à gagner sa place ou pas déjà au milieu de terrain. Attends, mais qu'on le sache, mais les plus gros matchs de Liverpool l'année dernière, il y avait Anderson sur le terrain. Bon, qu'on le sache déjà. OK, Fabinho, il vient d'arriver, mais Fabinho, c'est le jour et la nuit entre lui et Anderson. J'en sais rien, j'attends. Mais arrête de dire t'en sais rien. On l'a vu Fabinho en Ligue des Champions à Monaco. Mais même en Ligue des Champions, tu l'as vu qu'il était supérieur, mais même techniquement, il est supérieur et physiquement, il est bon. Dans les duels, il est présent Fabinho. Il tenait le milieu de terrain de Monaco. Tu l'as vu, grâce à Fabinho. Attends, grâce à Fabinho, Monaco a pu vendre Bakayoko à quoi? Ils vendent plus de 50 millions Bakayoko à Chelsea? 45 millions. Attends, mais c'est Fabinho qui fait le transfert de Bakayoko parce que Fabinho est de combler tout. Mais parce que je te montre l'importance de Fabinho quand il est dans une équipe. Mais tu peux pas comparer un mec qui était principalement en Ligue 1 et qui a fait une grosse saison en Ligue des Champions. Une grosse saison? Il a pas fait les 2 épopées de Monaco? Ouais, 2, allez. Si tu veux. Mais tu peux pas. Non, mais oui, il les a fait. Et c'était pas un des top 3 joueurs de Monaco? Et pour moi, quand même, à chaque fois, un mec comme Anderson, qui même si il a fait toute sa carrière en première ligue, pour moi, la première ligue, c'est un championnat. Donc demain, toi, t'as le choix entre Anderson et Fabinho, tu mets Anderson si tu veux. Ça dépend, il joue où. Mais si c'est de la première ligue. Tout de suite de la première ligue. T'es comorien, en sélection des Comores, t'as le choix entre les deux, tu prends qui? Non, il y a un contexte. Mais non, mais comment ça, il y a un contexte? Mais parce qu'il veut pas avouer. Fabinho, il n'est pas dans le vrai, donc il veut pas choisir. Non, c'est toi qui enjolive Fabinho, alors que le gars, il a joué 3 minutes là depuis le début de la saison, et mais que je te dis... le gars, il est pas encore adapté à la première ligue et on sait pas s'il va s'adapter à ce championnat. Et tu me compares avec le capitaine de Liverpool. Non mais c'est dingue ou pas? Ah voilà, c'est tout ce que je dis. Moi, choisir, je prends Fabinho, clairement. Prenez Fabinho. La question, elle est simple. Je te dis qu'en tant que sélectionneur des Comores, t'as le choix entre Fabinho et Anderson, tu prends qui? C'est pas. T'as vu, il est biaisé. Mais sans répondre, tu t'envoies une réponse. Après, sur l'état de forme actuel, là, Anderson est supérieur sur l'état de forme actuel, en tout cas. Mais parce qu'il vient de changer le club, Fabinho. Donc, est-ce qu'on peut attendre avant de mettre Fabinho dans les cadors des milieux de terrain de première ligue? Est-ce qu'on peut attendre qu'il s'adapte un peu? J'ai dit qu'il était dans les cadors. Déjà, tu dis qu'il fume Anderson, genre il a des années. Mais moi, je te dis, mais à comparaison sur les saisons qu'ils ont fait tous les deux, mais Fabinho, il a des années-lumière d'Anderson comme beaucoup de milieux de terrain en Europe. Je suis désolé. Je peux pas comparer la Ligue 1 et la première ligue. Je te compare pas les championnats, je te compare les joueurs. Il a du mal. Il a pas du mal à s'adapter. On passe à la question suivante. On sera pas d'accord, Riyad. Quand même. Non, on sera pas d'accord. Tout dites-nous sur le live. Pour moi, vous êtes d'accord. Ouais, ça montre que je suis pas d'accord avec toi et que respectons Anderson, le vaillant capitaine de Liverpool. Peut-être j'aurais beaucoup plus d'amour pour lui maintenant. C'est bête que ça se joue avec un ballon. C'est bête. Toujours dans l'exagération. Dans un autre club, on change de match. On va bien sûr parler de la défaite de Monaco 2-1 sur la pelouse de la Méno, avec notamment un but de Motiba. J'aime beaucoup ce joueur Motiba. J'ai pas compris. Le seul joueur qui rentre encore son chanson, son maillot dans son short. Je trouvais déjà bon à Lille. Je sais pas pourquoi il est allé à Strasbourg, mais en tout cas il marque. C'est le meilleur buteur de Strasbourg. Mais je me tourne vers toi, Momo, parce qu'on va pas parler de Motiba, mais on va parler des débuts catastrophiques de Thierry Henry sur le banc de Monaco. C'est ton dislike d'aujourd'hui. Ouais. On attendait tous, toute la France du football avait les yeux rivés du côté de la Méno samedi soir. C'est pas faux. Avec notamment l'accueil très très chaleureux du public de la Méno. Ça c'était grande classe, ça j'ai vraiment apprécié. Parce qu'on sait qu'il n'a pas une image forcément très appréciée en France, notre ami Thierry Henry. Et là pour le coup c'est vrai que cet accueil du côté de la Méno, du côté de Strasbourg a été très très signifiant de leur part. Après, en ce qui concerne le match, pour en revenir à la prestation monégasque, quand rien ne va, rien ne va. C'était dur. Quand tu vois Falcao qui se blesse à la 38e, que Grandsir, 1 minute après son entrée en jeu, prend un carton rouge, la boulette de ton gardien qui est en train de prendre les buts. Il veut parler de boulette. Malade mental. Mais mais il est fou. Mais on en parle d'Ali Amada, mais il est malade. Mais il est complètement fou.
Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Non, vous, quand t'as sorti la phrase, tu t'es dit merde. Non, reconnais-le, tu t'es dit merde, j'ai fait une bague. Dis-le. Après, je me suis dit, putain. C'est un malade, il m'a attaqué. C'est mon côté chambreur qui a mais il m'a attaqué sur ça, mais t'es complètement fou, mec. Il est pas appelé en sélection du Sénégal, rien du tout, rassure-toi. Mais je pose une question. Ah, mais tu savais qu'il allait la sortir, tu savais. Mais je pose une question, mais apparemment, on n'a pas le droit de poser des questions ici. Ah, on parle d'Ali Amada, donc tu veux qu'on fasse des comparatifs, c'est ça? On parle d'Ali Amada, un match qualificatif comptant pour la CAN 2019, on en parle. On en parle de la boulette, la passe décisive à, comment il s'appelle, Amrabat, on en parle. Est-ce que tu peux parler de Monaco et du match qu'ils ont fait face à Strasbourg? Après, au niveau de la production, pour être un petit peu, on ne peut plus sérieux. C'était un petit... J'ai regardé le match, c'était assez pauvre quand même du côté de Monaco. Donc il y a quelques préceptes de jeu. Fais le beau gosse. Il y a quelques préceptes de jeu voilà qui ont été que Thierry Henry a essayé d'instaurer du côté de l'AS Monaco, notamment sur la latéralité où il essayait d'étirer le jeu un maximum avec les milieux de terrain qui occupaient très souvent lors des séquences offensives toute la largeur du terrain. Malheureusement, ça manque encore d'automatisme à ce niveau-là. Et tous ces préceptes-là prendront du temps avant d'être assimilés par l'ensemble des joueurs et qu'il arrive à développer l'identité claire qu'il souhaiterait instaurer du côté de l'AS Monaco. Ouais. Ça va prendre du temps. Non, c'est vrai que vraiment du côté de Monaco, on dirait que vraiment rien ne va. Quand vraiment rien ne va, du côté de Thierry Henry, il faudra vraiment qu'il se mette vraiment, non pas qu'il se mette au boulot, c'est que peut-être qu'il essaie de redonner confiance à son équipe qui, voilà, peut-être moralement ne doit pas aller très très bien non plus. Voilà, ça se voit. Enfin, il manque des trucs faciles en plus. Vraiment, il manque des gestes faciles. Enfin, là, je pense qu'il y a un manque de confiance et Thierry Henry doit essayer de remobiliser son équipe parce que voilà, il y a Bruges. C'est Bruges. Voilà, donc il y a Bruges cette semaine en Ligue des Champions. Voilà, en soi, essayer de garder cette troisième place en Ligue des Champions, cette troisième place pour la Ligue Europa, parce que voilà, les deux premières places, c'est mort. Voilà, donc voilà, on va essayer de se battre en tout cas pour la troisième place, en tout cas même pour l'intérêt sportif de Monaco, parce que voilà, les joueurs seront quand même observés. Après, je sais pas s'ils seront tous vendus. Enfin, je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Mais en tout cas, ça leur donnera quand même un peu de visibilité et voilà, peut-être aussi un petit coup au moral. Ouais, bon, en tout cas, Monaco en 18ème. 19ème. Oui, 19ème, Nantes est 18ème, mais Monaco 19ème, t'as raison, Bafodé. C'est dur, là, pour les hommes de Thierry Henry. Bon, on va suivre tout ça, bien évidemment, et notamment Ligue des Champions cette semaine, pour voir si... Je pense qu'un succès du côté de Bruges leur ferait le plus grand. Ouais, malheureusement, moi, j'y crois pas des masses au succès à Bruges. On va s'inquiéter, messieurs, par rapport à l'adaptation des recrues estivales. Je parle de Kaleta, bon, qui était pas là, il est suspendu encore. Radonjic, qui a été moyen, même si Rudy Garcia a dit qu'il a parcouru beaucoup de kilomètres, mais c'est du foot, hein, c'est pas du marathon. Est-ce que mon ami Riyad, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. C'est une petite dédicace pour Riyad, qui nous regarde. Est-ce qu'on doit s'inquiéter un petit peu par rapport à ces recrues-là qui ont été pas gratuits, hein, quand même, hein, Radonjic et Kaleta, c'est quand même un certain investissement pour l'OM. Pour l'instant, on peine à voir des évolutions. Garcia demande du temps. Le problème, c'est que là, en fait, on n'est plus en début de saison, en fait, là. On n'est plus en début de saison. Radonjic devait déjà confirmer, c'est pas le cas. Kaleta, il est responsable, entièrement responsable sur plusieurs buts de l'OM. Voilà, pour l'instant, les recrues ne sont pas en forme. Et Strootman, mais Strootman, lui, je donne une excuse parce qu'on n'a pas encore vu Strootman, Gustavo. Moi, je peux pas encore vraiment totalement juger parce que moi, je me dis ces deux au milieu de terrain, ça peut faire énormément de bien à Marseille. Strootman qui s'est dit étonné par le niveau de la Ligue 1, qu'il a jugé physique, beaucoup plus physique que la Serie A. Momo sur les recrues estivales. C'est clair qu'on attend plus que ce soit de Radonjic ou de Kaleta. Il faut leur laisser un temps d'adaptation. C'est comme partout. Il y a des joueurs qui, lorsqu'ils arrivent dans un nouveau club, s'imprègnent rapidement des us et coutumes du club et ils parviennent à s'imposer de manière assez rapide. Il y en a d'autres pour qui ça prend un petit peu plus de temps.
Alors, moi, Khaled Tachar, je ne doute pas de son talent. L'année dernière, à Salzbourg, il a démontré pas mal de qualité. Donc, tôt ou tard, il viendra s'imposer dans cette charnière centrale marseillaise. Le concernant, je me fais pas trop d'inquiétude. Concernant Radonjic, c'est autre chose. Après, je veux pas dire que je regardais l'an passé ces matchs du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, mais du peu que j'en ai vu, on n'a pas vu grand chose en fait. Voilà. Ouais, on n'a pas vu grand chose en fait, donc. Mais après, comme je dis, il faut laisser le temps au temps. Faut lui laisser le temps de s'acclimater, de prendre ses repères avec ses coéquipiers. Peut-être que d'ici la fin de la saison, la mécanique prendra et il parviendra à réaliser des performances de haut acabit. Pour l'instant, c'est vrai que c'est loin d'être le cas. Et lorsque tu fais face à des absences comme celle de Thauvin hier, on attend de cet effectif marseillais, enfin des remplaçants qui parviennent à, je vais pas dire à atteindre le niveau d'un Thauvin, mais au moins prendre le relais de manière efficiente. Et c'est vrai qu'hier, c'était loin d'être le cas pour notre ami Radonjic. Mais bon, moi je reviens à chaque fois à ça, mais quand tu laisses encore Sanson sur le terrain, et encore pire que tu le laisses à l'organisation du jeu, bah tu vois, le milieu de terrain c'est quand même une partie du jeu où t'as pas le droit à l'erreur, où faut être très bon. Et hier, le but, il vient de son erreur, et là, il se fait prendre le ballon par Draxler, qui hier n'était même pas dans un grand soir. Et puis après, ça part sur Mbappé, mais l'erreur, elle vient de Sanson. Quand j'ai vu des gens tomber sur Bouba Camara alors que bon, il est au duel à 40 mètres derrière, il a 40 mètres derrière lui face à Mbappé. Mbappé, il vient de rentrer, il était frais. Un des attaquants européens les plus rapides, voire du monde. Ouais. Qu'est-ce que tu vas reprocher à Bouba Camara alors que c'est Sanson? Non, la perte de balle, c'est Sanson. C'est Sanson qui merde sur l'action. Mais quoi, t'aurais opté pour un milieu à deux, c'est ça? Un milieu à deux, Gustavo? Moi, non. Pour moi, j'aurais mis Maxime Lopez à la place de Sanson. Maxime Lopez, c'est léger. Non, mais c'est pas vrai que c'est léger, puisque l'année dernière, en Europa League, il était là. Ouais, mais... Bah, c'est pas vrai que c'est léger. Non, c'est pas vrai que c'est léger, Maxime Lopez. Ouais, c'est un fait établi, parce que tu le vois, ok. Moi, tu vois, il est tout que... Non, même c'est retour des supporters. C'est ce que tu fais là, ça. Non, mais c'est pas du tout par rapport à son physique, mais alors pas du tout. Tu viens de dire qu'il est léger. Mais c'est léger, mais pas léger pas physiquement, mais léger dans le jeu, c'est comment ça dans le jeu? Mais tu rigoles, mais dans l'organisation, mais dans l'utilisation, bah non, mais c'est supérieur à Sanson. Dans les grands matchs. Mais c'est supérieur à Sanson, mais regarde en Europa League l'année dernière. Ouais, je sais pas, moi je suis pas très... Bah écoute, je t'invite à regarder les matchs et à voir cette année les matchs où il y avait Lopez à la place de Sanson, bah tu verras. Mais tu penses qu'il aurait fait la différence Lopez hier soir? Bah déjà je pense que le ballon d'hier il le perd pas. Et dans l'utilisation des ballons, hier Sanson il te fait 3-4. Mais pourquoi Maxime Lopez le ballon direct? Pourquoi Maxime Lopez il a du mal à s'imposer dans le 11 marseillais? Mais parce que il y a Rudy Garcia est buté sur Sanson. Et parce que t'as une espèce de communication autour de Sanson où tu vois presque une espèce de militantisme pour le mettre au port de l'équipe de France. Oh non. Là, tu les as jamais vus, ceux-là, les articles? Jamais entendu. Moi non plus, j'ai jamais entendu. Tu les as jamais lus, les articles? Quel article? Écoute, je te sors ça tout de suite. Bah, sors-moi les articles. Je commençais à être d'accord avec lui, il m'avait convaincu, comment ça me convaincre, tu vois? Alors là, je t'arrête, j'ai pas besoin de ça d'accord avec toi. J'ai pas besoin de ça d'accord. Non, mais moi, je parle, mais je te dis, tu commences à me convaincre, mais là, dire qu'il y avait des campagnes pour que Sanson soit en équipe de France, faut arrêter. Qui a entendu autour de la table des gens réclamer Sanson en équipe de France? Voilà, merci. Mais après, c'est normal que je vise l'Euro 2020. 2 points entre guillemets. Mais qui a dit ça? C'est lui-même. C'est lui-même. Mais c'est pas des gens qui parlent pour lui. C'est lui. Après, c'est lui. Il a des ambitions en équipe de France. Bah écoute, libre à lui, tu vois. Il a des rêves. Mais attends, c'est bien de rêver, tu vois. C'est bien. Les joueurs, ils ont des rêves, des objectifs, voilà. Mais moi, il faut que tu me trouves la personne qui a dit, ou un expert ou un spécialiste. Excellent avec l'OM. Ouais. Morgan Sanson est-il tout proche de l'équipe de France? Ça, c'est un sondage, c'est de la communication. Ouais. T'as 60. Attends. Attends, ça. Merci Riyad. Non mais c'est bon. Non, c'est bon, faut qu'on avance. En tout cas. Non mais c'est pas grave, Riyad, tranquille. C'est pas grave, on va enchaîner. Je reviens à ce que je disais. Ils en avaient pas pris 5 au Camp Nou. Depuis 2010, et la Manita, quand Mourinho était sur le banc du Real.
Bah, écoute, pour moi, je pense que vraiment le Real n'a vraiment, moi, c'est vraiment plus la première mi-temps qui m'a vraiment choqué parce que le Real n'a vraiment absolument rien montré. Voilà, il y avait quand même des erreurs des grossières erreurs. Et voilà, le Barça a su profiter de ces occasions, a su profiter justement du fait que le Real soit pas au niveau tout simplement. Et voilà, on parlait de crise au Real, mais je pense qu'on y est bien et que Roulen, on savait déjà, voilà. C'est la continuité d'une situation qui est catastrophique. C'est déjà bizarre de dire que, franchement, peu importe même le score du match, Lopetegui ça aurait pas duré longtemps. Si ça aurait pas été ce match-là, ça aurait été le match d'après. Voilà, donc forcément c'était difficile de commencer un match tel que le Classico qui est suivi partout dans le monde avec cet état d'esprit-là. En fait, c'est clair. Après, si Lopetegui gagne le Classico, il reprend du crédit. Il reprend du crédit 2 semaines. Il reprend du crédit 2 semaines. Lopetegui gagne Camp Nou, il sauve sa place. Moi, je sauve sa place. Non, moi je te dis, il reprend du crédit 2 semaines, nouvelle défaite, il saute. Moi je te dis, ça aurait été comme ça. Il la sauve. Tu bats le Barça au Camp Nou, tu sauves ta tête. Ouais, tu la sauves, mais pas aussi longtemps que tu pourrais prétendre. Ouais, mais au moins ça lui aurait laissé une marge de manœuvre. Là, on sait qu'il va se faire éjecter, c'est imminent maintenant. Il y a notre ami Riyad qui nous a déniché une info. N'est-ce pas? Ce sera Santiago Solari qui assurera l'intérim jusqu'à la nomination d'un possible futur entraîneur. On parlait de Conte, mais apparemment la piste tombe à l'eau. Il y a eu Roberto Martinez d'évoquer aussi. Donc voilà. C'est pas arrivé. C'est un bon entraîneur, Roberto Martinez. Ça accroche pas. C'est Real, quoi. On parle du plus grand club au monde. Il a ramené la Belgique à la première place du classement FIFA. Sélection nationale, club, c'est pas pareil. Et il n'a pas fait du mauvais travail aussi. Ouais, mais bon, comment ça s'est fini à Everton ça s'est très mal fini à Everton. Très mal. Les jeux sont intéressantes. Ouais, mais bon. Après, t'as qui sur le marché? T'as personne d'autre. Conte, pour moi, c'est ça. Plus de garantie. C'est vrai que ça peut être, ça peut vite aller au clash avec Perez et les joueurs. Ouais. Mais t'as Laurent Blanc, comme on dit. Laurent Blanc. Laurent Blanc qui a la retraite. Mais Gasset a déjà un poste. Ah oui, c'est vrai. Mais s'il a l'opportunité d'aller au Real, Gasset, il va peut-être lâcher Saint-Etienne, qui sait. C'est sûr. Non, c'est des opportunités à ne pas rater. Attends, Ismaël, c'est même pas sûr, puisque selon Nassourdine, Saint-Etienne va jouer le nationaux et c'est peut-être pas un bon aussi challenge que le Real Madrid, hein. Non, tu vois, voilà, c'est ça ton problème, Riyad. T'es pas crédible. Toi, tu surinterprètes mes propos. Non, moi, tu vois. Comment tu peux dans une phrase mettre Saint-Etienne et le Real dans la même phrase? C'est toi qui nous as je l'ai dit, moi. Oui, la dernière fois. J'ai parlé du Real et de Saint-Etienne. La dernière fois, tu nous as dit que Saint-Etienne regorgeait avait pléthore d'internationaux. Réponds à ma question. Est-ce que j'ai comparé Saint-Etienne au Real Madrid? Entre Carvara et Moudjouaki, il y a du choix. Ah, mais vous êtes. Il est mis face à ces mots, il sait plus quoi dire. Vous êtes pas honnête. Bah oui, bien sûr. Évidemment. J'ai dit que Saint-Etienne avait le niveau du Real, bien évidemment. J'ai dit qu'il y avait pléthore d'internationaux. Sors-moi la pige où je viens de parler pendant 2 minutes, t'as complètement dit une phrase que j'avais jamais dite, mais bon, c'est pas grave. Ah bon? Tu viens pas de dire que j'ai comparé Saint-Etienne au Real? Non, j'ai dit que t'avais dit que Saint-Etienne avait pléthore d'internationaux, que pourquoi pas, après tout, ce serait un aussi bon challenge que le Real, vu qu'apparemment Saint-Etienne a un effectif de malade mental. Attendez, j'ai dit ça, moi? C'est la logique, voilà. Bon, toi, t'entraînes une équipe d'internationaux. T'as tes soutiens autour de la table. Y a pas de souci. Momo, ton like. L'FC Nantes qui renaît de ses cendres depuis l'arrivée de la légende nantaise, Coach Vaïd. Après le premier match face à Bordeaux où ils avaient perdu 3-0, j'avais un petit peu tapé sur les doigts de Coach Vaïd. Mais Coach Vaïd, comme tu le connais si bien, Riyad. Tu sais, moi j'ai laissé dire, j'ai pas voulu rebondir quand. Oh, t'étais un peu. Taillé en pièces notre ami Bosniak. T'étais un petit peu d'accord avec moi ce jour-là quand même. Non, pas du tout. Je m'en rappelle plus. On va ressortir là. On va regarder les vidéos. Non, mais tout ça pour dire que il a pris la succession de Cardozo. Bon, le premier match c'est passé de manière catastrophique. Mais depuis, il enchaîne victoire sur victoire. Là, ça carbure. Son 10e, on entend. Il a réussi à redonner confiance à des joueurs qui étaient complètement placardisés par Oscar Cardozo. Bon, j'appréciais la philosophie de jeu qu'essayait de prôner Cardozo. Malheureusement, on lui aura pas laissé le temps. On est revenu à des choses plus rudimentaires avec Vaïd Halilhodžić, à savoir être bien regroupé en bloc, se projeter assez rapidement vers l'avant, faire les compensations.
c'est assez rudimentaire, mais c'est très efficace. Je crois que c'est le jeu qui, pour l'instant, convient à ces joueurs du FC Nantes. Ouais. Donc, ma foi, tant que ça porte ses fruits. Mais est-ce que c'est la patte Vaïd ou c'est juste le fait du changement d'entraîneur qui a réveillé les joueurs? Parce que tu sais, dans les cas comme ça, souvent, quand il y a un changement d'entraîneur, bizarrement, les résultats changent, mais après, sur la durée... ça va plus loin. Parce que même quand t'entends dans les déclarations de certains joueurs en interview, voilà, notamment lors de la trêve internationale où ils avaient 15 jours pour s'entraîner de manière intense. Je sais plus c'est quel joueur qui a dit ça, le nom va me revenir. Mais en tout cas, il prenait en avant les méthodes d'entraînement de Vaïd Halilhodžić. Quand t'as un nouvel entraîneur, il va pas dire oui. Non, mais tu peux ne pas le dire. Elles sont nulles. Tu peux ne pas le dire aussi. Justement, si tu le dis pas là, en plus avec Halilhodžić, quand il a un ego assez développé. Oui. Tu le connais mieux. Si tu parles pas en bien, il va pas du tout apprécier. Tu le connais mieux. Mais en tout cas, comme a dit Nassourdine, je pense que c'est encore à voir et en attendant confirmation. Ouais. Au moins jusqu'à la trêve hivernale, ouais. Nantes 10e du classement avec 15 ton like pour terminer, ça concerne le football sud-américain. Le like, oui, c'est sur la finale de la Copa Libertadores entre Boca Juniors et River Plate, la première finale de l'histoire entre ces deux géants sud-américains, le Super Classico des Amériques entre. C'est le plus gros match en Amérique du Sud. Et pour moi, deuxième plus gros match du monde derrière le Real Barça, largement. En tout cas, mon avis. Après, c'est les deux plus gros clubs argentins. Première fois qu'ils s'affrontent en finale. C'est dingue quand même, que c'est la première fois que ces deux. Et puis la finale, les finales elles étaient programmées pour 20h. Finalement, elles seront jouées 20h en française. Et Argentine, je t'avoue que je l'ai oublié. Et maintenant, elles sont à 21h française. La raison qui a été avancée, elle est dingue, hein. En fait, c'est les deux présidents ont invoqué la raison pour que les supporters juifs puissent regarder le match. Parce que en fait, t'as la fête juive chaque semaine du Shabbat qui est du vendredi au coucher du soleil au samedi coucher du soleil. Et les deux présidents ont avancé cette raison pour décaler le match à une heure plus tard. Faire plaisir à leur public. Et Mauricio Macri, le président argentin, a annoncé que les hinchas, les supporters des deux équipes pourront faire le voyage chacun dans le stade de l'autre. À voir comment ça va se passer. On espère que ça se passera bien. Bon courage pour les forces de l'ordre qui vont couvrir cette rencontre. C'est quand même très très bouillant. Et puis voilà, moi j'aurais donné un petit avantage à River Plate sur cette finale puisque je crois beaucoup en Marcio Gallardo. Sauf que là, il va être suspendu 4 matchs parce qu'il n'a pas respecté sa suspension lors des demi-finales puisqu'il est rentré dans les vestiaires un peu à... Je vous rappelle la méthode de Mourinho qui était rentré dans le bac à linge. Il a fait pareil, mais c'était pas dans le bac à linge. Je crois que c'était en se déguisant ou quoi. Mais en tout cas, voilà, il a... Mais ça peut jouer, ce genre de détails-là, le fait que ton coach ne soit pas sur la pelouse. Surtout un coach qui a vraiment sa patte sur cette équipe. Et la finale aura lieu ce samedi à 21h à la Bombonera au stade de Boca Juniors et le retour samedi prochain, samedi dans 2 semaines, le 24, à 21h cette fois-ci au Monumental. Très bien. Merci pour cette page. Je pense qu'on fera le live avec le Snapchat du Bisport. Ouais, très bien. Voilà. On vous donne rendez-vous sur le Snap du Bisport à partir du 10, pour pourquoi pas suivre le match aller. Le match aller d'un match quand même, l'un des plus gros matchs de la planète. Et c'est vrai que c'est une très belle affiche qui promouvoit pleinement le football en Amérique. On va parler maintenant de la Copa Libertadores. Ça va un peu te calmer peut-être, Riyad, parce que c'est un match que t'as suivi avec grâce à notre Snap officiel LBSFM. Je fais un peu de publicité. N'hésitez pas à nous follow sur Snap. Copa Libertadores, donc la finale qui s'est jouée finalement dimanche soir de partout entre Boca et River. Et donc pour en parler, on a un fervent supporter de Boca, mais surtout un spécialiste du football argentin. C'est Jules qui est avec nous. Salut Jules. Salut Nas, salut à tous. Comment tu vas? Tout va bien et vous? Ouais, ça va, nickel. Bon, je pense que t'as passé une soirée mouvementée hier avec ce match entre Boca et River. D'abord, dans quelles conditions tu l'as vécu? Est-ce que tu l'as vu avec des amis, la famille? Dans quelles conditions t'as regardé cette finale de Libertadores?
Alors, figure-toi que j'étais à Barcelone pour le week-end et c'était parfait parce que du coup, il y avait des hinchas de Boca qui avaient prévu de se retrouver dans un bar et du coup, je l'ai vécu avec eux, donc c'était parfait. On était genre à peu près 30-35 et c'était super au niveau de l'ambiance et c'était hyper stressant parce que comme tu le sais, le match il avait été reporté, ça devait être samedi. On avait la pression déjà du samedi, j'étais déjà avec eux le samedi soir. Au final, c'était annulé et puis du coup, on a remis ça à dimanche. Ah ouais, c'est vrai que il y a eu des soucis météorologiques qui ont décalé la rencontre. Riyad, toi t'as suivi le match sur Snap, sur notre Snap. Toi le niveau de la rencontre. Bah après c'est toujours pareil. Quoique là j'étais assez content que ça ne ressemblait pas à certains super classicos où les joueurs étaient clairement là pour se mettre des coups et pas pour jouer. Hier c'était assez agréable à suivre. Il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, un peu de moins en seconde mi-temps. Et techniquement il y avait quelques balbutiements mais c'était vraiment un bon niveau. Moi la finale m'a clairement plu hier. Après je vais un peu remuer le couteau dans la plaie pour Jules, mais cette occasion à la dernière minute de Benedetto, Dario Benedetto, elle est incroyable. J'arrive même pas encore à voir comment il a pu la rater. Ouais, c'est vrai que c'est une occasion. Bon, Armani est bien sorti. Il y avait une super entrée de Tevez juste avant. Exactement. Alors Jules, on va passer à ton like dislike sur cette confrontation. Et d'abord ton like, c'était sur l'intensité de la rencontre. Ouais, tout à fait, parce que comme l'a dit Riyad, c'est que on avait des super classicos auparavant qui étaient vraiment match de rue, on va dire. Ouais, c'était ça, voilà. Vraiment dans l'intensité, dans le combat, mais en même temps dans la maîtrise du football quand même un petit peu. Et Boca a vraiment mis beaucoup d'intensité, River aussi. River a mieux posé le ballon. River, on sait, c'est une équipe qui sait jouer au football, Boca un petit peu moins. Et c'est justement avec les cojones, comme on dit en Argentine, que Boca a essayé de surpasser cette rencontre. Et c'est vrai que au niveau de l'intensité, j'étais très content parce que les 22 joueurs, les 22 garçons, ils sont tous donnés à l'image d'un super classico, d'une finale de Libertadores. Rien que Pavone. Pour ce point-là, j'étais content qu'on voit un peu à la télé, justement ce qu'est ce football argentin, parce que vu qu'il l'avait placé à une horaire un peu accessible pour l'Europe, c'était vraiment bien. Ouais, Momo, toi t'as pas entendu sur la rencontre? Ah non, j'étais clairement agréablement surpris par le niveau et l'intensité mise dans cette rencontre. Clairement, les deux équipes se sont prises au jeu, franchement ne se sont pas cachées derrière l'enjeu de cette finale de Libertadores, pardon. L'enjeu n'a pas tué le jeu, c'est ça que tu veux dire? Ouais, l'enjeu n'a pas tué le jeu. Franchement, célèbre phrase. Franchement, après le décalage le report de 24 heures, franchement, ça aurait pu cogiter dans les têtes des 22 acteurs. Ouais. Ça n'a pas été le cas, fort heureusement, ce qui nous a offert un très beau spectacle hier. Maintenant, j'ai hâte de voir ce match retour dans 2 semaines maintenant. Ouais, au Monumental. Au Monumental. Exactement. Jules, ton dislike, toi, c'est sur le niveau technique et notamment le niveau technique de Boca. Ouais, parce que voilà, comme je l'ai dit juste avant, il y avait l'intensité, après le niveau technique était un peu moins là, on a eu 20-25 premières minutes qui étaient vraiment à l'avantage de River, que ça soit dans les duels aériens et même technique, Boca était pas vraiment là, ça balançait un petit peu devant, ça a aussi été le cas après, comme l'a dit Riyad, en fin de deuxième mi-temps. Enfin, à partir de la 60e, ça jouait déjà un petit peu moins. Et j'ai été un peu déçu par ça, parce que même si on sait que River est meilleur au football, Boca a les capacités pour jouer au foot. Ils le montrent déjà assez en championnat. Ils l'ont déjà fait contre River l'année dernière. Désolé. On a perdu Jules. Jules. Aïe. On a perdu. Bon, on va le rappeler. On va le rappeler. Tirer dessus par On va essayer de le rappeler. C'était intéressant ce qu'il nous disait sur. Ouais, désolé, je vais t'avoir coupé la parole. Hein. Désolé. Pas que les Cyril Rock. Après, on parlait du jeu, c'est que là, River est largement en avance sur Boca de ce point de vue-là, parce que Gallardo, ça fait, depuis qu'il est arrivé en 2014 ou 2015, et depuis, River s'envoie du jeu. Ils ont déjà gagné la Libertadores et la Sudamericana avec lui. Dans le jeu, ils ont beaucoup plus de conviction, ils sont beaucoup plus intéressés par rapport à Boca. Ouais. Et puis, Boca, c'est assez rudimentaire aussi de ce point de vue-là. Ouais. On a retrouvé Jules. Excuse-nous, Jules, petit problème technique, ça arrive. Excuse-moi. Tu disais, donc tu parlais des capacités de jeu que Boca pouvait avoir lors de certaines rencontres.
Ouais, voilà, tout à fait. Je disais ça qu'en Ligue 1, ils ont montré qu'ils savaient jouer au football et c'est quand même dommage. Ils ont mis du temps à rentrer dans cette rencontre. Ils ont eu un petit moment fort d'ailleurs où ils ont marqué, où ils ont su un peu poser le ballon. Il y a eu là aussi l'entame de la seconde période pendant 10-15 minutes. C'est vraiment Boca qui avait le ballon et qui a su poser le jeu. Mais ce qui m'a un peu déçu, c'est qu'ils n'ont pas su le faire pendant toute la rencontre. Après, justement, on a eu cette entrée de Tevez qui a un peu canalisé ces choses-là, mais il n'y a pas eu après de grosses occasions à part celle de Benedetto justement en fin de match. Et c'est le paradoxe. Je voulais juste rebondir là-dessus. Ouais. C'est que Benedetto, ça a été l'héros de la demi-finale. Il a marqué à l'aller, il a marqué au retour. Ouais. Il a même marqué là hier sur coup franc avec sa tête. Et puis ensuite, il rate l'occasion du match, de tuer le match parce que maintenant il va falloir aller gagner au Monumental et ça va être super compliqué. Celle-là, il la mettra au Monumental, t'inquiète pas. Il y a intérêt. Mais il n'y a pas de. Faut préciser aussi à nos auditeurs qu'il n'y a pas de la règle du but à l'extérieur. Sur la finale. Et c'est la dernière finale de Copa Libertadores qui joue en aller-retour. Exactement, parce que dès l'année prochaine, on change de règle. Moi, je voulais juste quand même mettre en avant juste l'ambiance vraiment de la Bombonera, vraiment le stade justement de Boca qui est juste hallucinant. Franchement, ça doit être juste un truc de ouf d'aller voir un match là-bas. Voilà, les clubs de Ligue 1. Croquer, Jules, voilà, les clubs de Ligue 1 vraiment doivent suivre en tout cas au niveau de l'ambiance vraiment du stade, doivent suivre un exemple comme ça parce que c'est juste magnifique en fait. Ça doit juste être un truc de malade vraiment d'aller dans un stade comme ça. Avant de mourir, les gars, faut qu'on. Ouais, franchement, moi je dis avant de mourir, faut que j'aille à la Bombonera. On va peut-être organiser. Ça c'est sûr. Sortie il faut. Allez, c'est bon. Il faut. Pour mourir là-bas. On va organiser ça. Jules, tu feras notre guide. Avec plaisir. Les gars, je pas un mot d'argent d'espagnol pour ça. On veut le dire. Riyad, peut-être des Poquito. Jules sera là pour nous accompagner quand on ira à la Bombonera. Jules, pour terminer, un mot sur le match retour le 24 novembre. Comment tu le sens? Comment le pays le sent? On espère qu'il n'y aura pas de tempête, hein. Ouais. J'ai pas envie d'un deuxième report, ça c'est bon. J'ai été assez stressé. C'est en même temps que Barcelone. Pour Boca, ça c'est clair parce que c'est au Monumental. Après, ça va être un match très disputé. Je sais pas comment ça va se passer. En fait, moi, de ce que j'ai peur, c'est vraiment au-delà du match. Ça veut dire que ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce match aller, toutes les journées de championnat ont été annulées. Pourquoi? Parce que les forces de sécurité devaient se réunir tous au stade de la Bombonera et il n'y avait pas assez de forces de l'ordre sinon pour être au stade de la Bombonera pour Boca River. Donc, vous le savez qu'au match retour, ça va être pareil. Et le problème, c'est que imaginez Boca champion à River, je sais pas comment les joueurs ils sortent du stade. Voilà. Surtout que là, c'est l'humiliation ultime. Parce que en 100 ans, ça n'est jamais arrivé. Ouais. Et tu vas pas dire un supporter de River qui perd chez lui une finale, ouais, dans 100 ans, tu la Ouais, c'est sûr que là il y aura pas mal d'enjeux. En tout cas, Jules, on te retrouvera dans 2 semaines pour débriefer. Je l'espère pour toi la victoire de Boca. Mais voilà, on va débriefer tout ça avec toi dans 2 semaines. Merci Jules. Merci à vous les gars. Allez, ciao. Ciao, bonne soirée Jules. Ciao. Salut Jules. Ton like Bafodé, c'est les coups francs de Messi et Messi en général. Non mais Messi, mais voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Franchement, Messi, il est juste extraordinaire. Voilà, demande à Omar da Fonseca, tu vois, il va très très bien t'expliquer. Mais vraiment, moi, c'est ses coups francs. Franchement, c'est son 9e coup franc depuis le début de la saison. Il est juste, voilà, je pense qu'il a vraiment progressé, mais de malade vraiment dans cet exercice. Et t'as l'impression que chaque coup franc que Messi va avoir, t'as l'impression qu'il peut la planter facilement au fond. Donc ça, c'est vraiment une carte vraiment pour un joueur, déjà un homme tel que Messi. Voilà, ça rajoute vraiment une palette, en tout cas dans son jeu, qui est juste extraordinaire, même s'il n'avait déjà pas besoin. Mais franchement, moi, l'homme est juste extraordinaire et sur les coups francs, il commence vraiment à s'appliquer et à être vraiment très 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 bon. En tout cas pour les futurs gardiens en tout cas qui vont jouer contre Messi. Gare à eux. Voilà, gare à eux parce que voilà, il peut la placer vraiment n'importe où et je tenais vraiment à mettre ça en avant ce soir. Ouais. Riyad sur Messi et sa palette de jeu. Je sais même pas si on peut parler de progression parce que avec lui t'as juste l'impression que s'il a envie de te la mettre, ouais, c'est ça en fait. Mais on le connaissait pas aussi performant il y a quelques années sur cet exercice. Dans le sens où il était moins clinique. Dans une dynamique. Mais en tout cas, dès qu'il a envie de faire quelque chose, il le fera. Donc. Ouais. Par contre, c'est vrai que sur les penalties, il a moins de réussite. Ouais, c'est vrai. Sur les penalties, il a moins de réussite. On l'a vu à la Coupe du Monde. Champion. Ouais, non, mais même depuis le début de sa carrière, il a raté énormément de penalties quand même, Lionel Messi. Et donc en soi, le fait qu'il soit bon, en tout cas vraiment dans ce domaine-là, ça le rajoute encore plus
de crédit, mais si en plus il arrive à marquer les prochains penalties, bah écoute, Lionel Messi quoi. Le match contre l'Espagnol, moi je regardais le match et puis je comprends dès le début que c'est mort pour l'Espagnol. Il avait envie. Quand t'as un Messi à ce niveau-là, tu peux pas. C'est vrai que le deuxième but, le gardien, je pense il est pas très bien sur ses appuis. Le deuxième coup franc. Ah ouais, il s'arrête après. Il est pas très bien sur ses appuis. Donc en soi, s'il part 3 secondes peut-être avant que Messi frappe, qu'il prenne vraiment cette avance, la balle elle passera, elle part vite, elle passe au-dessus du mur. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est vrai, qu'est-ce que tu veux faire ça? Mais après, quand il était mis en mode, il s'est mis en mode, je vais gagner. Et même quand il se faisait tacler sur le but de Dembélé, il se fait tacler, il se relève, il reprend la balle, il te met une passe entre deux joueurs, alors qu'il vient juste de se relever, il s'est pris des coups juste avant. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Non, mais d'ailleurs, c'est quand même impressionnant. J'avais avec des potes, tout le monde a eu ce débat-là sur Messi. Certains des potes à moi, genre juste qui doivent nous écouter, gros big up à vous, qui pensent justement que Messi a été piqué d'être 5e au Ballon d'Or. 5 ans, on s'en fout. Il s'en fout, je pense qu'il s'en fout. Il en a 36 000 des ballons. Alors, qu'il ait du recul par rapport à ça, peut-être, ok, dire qu'il s'en fout, ça reste quand même un compétiteur. Ouais, mais moi je l'ai jamais vu faire de... Comme on a pu voir pour d'autres joueurs, par exemple Griezmann cette année, moi j'ai jamais vu Messi faire du lobbying pour le Ballon d'Or. Parce que d'une, je pense qu'il en avait pas vraiment besoin. Comme tu viens de me dire qu'il serait touché, bah justement, si t'es touché, c'est dire qu'avant, t'aurais au moins fait une sorte de campagne de communication pour tu vas en venir. Mais moi, j'ai toujours pensé que des joueurs comme ça, qui ont un tel niveau de performance, ils ont un minimum d'orgueil en eux, même si après il y en a qui le montrent. Non, mais il y en a qui le montrent, il y en a qui le montrent pas. Peut-être que un mec comme Ronaldo, alors lui, voilà, il le montre, il est comme ça, tu vois. Mais un mec comme Messi, peut-être qu'il l'intériorise beaucoup plus, tu vois. Mais je pense qu'il a été, alors dire vexé, c'est un grand mot, mais je pense qu'il a quand même peut-être été un petit peu touché quand même d'être 5e au Ballon d'Or. C'est son pire classement depuis 10 ans. Outre le fait qu'il n'a pas gagné, le fait qu'il finisse 5e, voilà, ça peut jouer, ça peut jouer, et en tout cas, c'est bien quand Messi est piqué comme ça. En tout cas, ça fait de très bonnes performances pour le Barça, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça peut être un souci pour tous les autres clubs européens s'il est piqué comme ça jusqu'à la finale. Voilà, donc en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas pour le Barça. Il a dit cette année, cet été, que la Ligue des Champions, il la voulait. Ouais, parce que Messi, depuis la victoire en 2015, il n'a pas dépassé les quarts de finale. Donc c'est vrai que là, la Ligue des Champions, c'est important pour lui. Et pour un petit like concernant la Ligue 1, c'est le Stade Rennais. Qui, selon moi, démarre enfin sa saison. C'est qu'ils ont eu une semaine folle du côté du Stade Rennais entre le départ de Lamouchi, enfin le limogeage de Lamouchi, les révélations sur une soirée un peu trop chaude à Yablonec. T'étais pas là-bas, Bafodé? Non, j'y étais pas. Le club était en grande difficulté en ce début de semaine et les Bretons ont réussi à inverser la tendance en gagnant à Lyon cette semaine 2-0 dans un match plutôt maîtrisé. En plus, ils ont bien joué les Rennais, et derrière ils ont confirmé ce week-end en battant certes une faible équipe de Dijon, mais ils ont fait le taf. Victoire 2-0. Et moi je pense quand même que rien n'est mort pour le Stade Rennais. Ils ont une potentielle qualification en Coupe d'Europe à aller chercher jeudi, une victoire et ça les emmène en 16e de finale, sachant qu'en plus le match est à domicile, donc c'est un atout. Il y a le retour notamment de joueurs comme Bourigeaud, qui était un joueur clé la saison dernière, pour moi qui était même le meilleur Rennais, peut-être avec Wabi Kazri. André Louis. André Louis. Il joue pareil. André Louis, qui était à Ajaccio. Benjamin. Il me parle d'André Louis, il me parle. Et pourquoi tu me parles de Benjamin André? Moi, c'est le Rennais que je préfère. Ah, d'accord, ok. Ah bon? Je suis très étonné. C'est bon, Benjamin André. Non, mais parce que son style de jeu. Capitaine. Ouais, il est quand même. En tout cas, moi j'ai préféré Bourigeaud et Kazri l'année dernière. Voilà, voilà. Et donc on a retrouvé Bourigeaud d'ailleurs qui a marqué face à Dijon. Et la deuxième partie de saison s'annonce vraiment excitante pour les Rennais. Et ils sont qu'à 3 points de la 6e place, qui est occupée par Saint-Etienne. Donc voilà, pour moi les Rennais sont pas morts, et avec cette semaine ils ont un peu réhabilité leur saison. 3 points avec un match en plus. Avec un match en plus. Mais le truc, c'est qu'on s'est déjà extasié sur Rennes. On pensait déjà qu'ils allaient faire un bon début de saison. Oui, mais là, tu vois, étant donné le contexte et vu leur début de saison, justement, qui a été pas catastrophique, mais très, 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 très moyen, on
les croyait morts en fait. Et là, cette semaine a prouvé que voilà, ils étaient encore dans le coup en Ligue 1 et même en Coupe d'Europe. Hein, je le répète, hein, ils gagnent jeudi et ils sont en 16e de finale. Attention, parce que tu sais que justement, Rennes a un nouvel entraîneur. Le fils de Guy Stéphane. Voilà, donc Julien Stéphane, on parle beaucoup de choc psychologique à la venue d'un nouvel entraîneur. Et là, pour l'instant, ça se passe très bien pour Rennes, 2 victoires. Il faut que ça continue comme ça. Le match face à Astana en Ligue Europa, je pense que c'est un des matchs les plus importants de leur histoire. C'est le match le plus important, parce que là, c'est une qualif quand même pour les 16e. C'est le plus important de leur histoire. D'accord. Donc, là, il ne faudra vraiment pas qu'ils se ratent. Et je pense que s'ils viennent à faire un bon résultat, tout devrait bien rouler pendant la saison, mais en tout cas, je pense que ce match-là va être un tournant. Voilà, qu'il soit positif ou négatif, ça sera un tournant ce match-là. Et j'ai pas parlé de Ben Arfa qui a marqué 2 fois cette semaine. Stéphane qui devait être l'adjoint de Thierry Henry à Monaco, mais Rennes ne pas laissé partir à l'époque. Comme quoi. En tout cas, moi, toi, Rennes, t'es emballé, moi, je peux pas parce que c'est tout le temps. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et puis ça, ils repartent, ils retombent à chaque fois dans leur travers. Tu as envie d'y croire. Moi, j'y croirais pas. Je te laisse à. Moi, j'y crois. Moi, j'ai envie de croire. Tu crois à base d'une semaine. On attend quoi de Rennes On attend quoi de Rennes aujourd'hui déjà, on attend qu'ils soient réguliers en Ligue 1, c'est-à-dire se qualifier régulièrement pour une Coupe d'Europe. Bon, l'année dernière, ils l'ont fait. Cette année, ils sont pas complètement morts. Donc après, si à la fin de la saison, ils terminent 5-6e, ce qui n'est pas impossible, et que, je sais pas, moi, ils sortent en 16e ou en 8e de finale de Ligue Europa, au final, il y aura une progression par rapport à la saison dernière. 5-6e, tu penses qu'ils vont réussir à s'intercaler avant Nice, Saint-Etienne? Nice, oui. Montpellier, oui. Nice, c'est quand même meilleur que Rennes depuis le début de saison. Je suis d'accord, mais Montpellier, pour moi, ça va pas tenir. Tu parlais de Lille tout à l'heure, pour moi, Montpellier, ça va pas tenir. Sur une saison, ils peuvent pas le faire. En tout cas, potentiellement, Lille a plus de potentiel que Montpellier, par exemple, si tu me demandes. Non, mais parce qu'en fait, tout à l'heure, tu as parlé de Lille. Ah non, non, mais oui, Lille, c'était pour le podium que je t'ai dit qu'ils allaient pas tenir. Ah, d'accord. Moi, je pensais que tu me parlais. Écoutez, excuse-moi. Non, mais Montpellier, pour moi, j'attends de voir la deuxième partie de saison parce qu'ils n'ont pas non plus un banc. Alors, tu me diras, ils n'ont pas énormément de matchs, mais. Oui, d'accord, mais tu vois, les équipes comme ça, l'année dernière, Montpellier aussi avait fait un bon début de saison. Ils avaient d'ailleurs, il y avait une stat qui était très intéressante. Là cette année, ils ont que 2-3 points de plus que par rapport à l'année dernière. Après, ils profitent aussi de l'envolée vraiment du Paris Saint-Germain et d'une faiblesse des autres. Voilà. Donc, pour moi, je pense que Rennes peut dépasser Montpellier et être à la. Il n'y a pas 20 points d'écart entre Montpellier et. Pareil. Tu retiens pas Rennes l'année dernière, ils étaient dans cette même situation-là. Ils étaient 11e à cette période de l'année. Ils ont fini 5e au final. Ouais, sur une deuxième partie de saison. Là, c'est une progression. Une deuxième partie de saison intéressante. Mais il faut que ça continue comme ça. Rennes, justement, Riyad l'a dit, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le pensent, c'est que c'est une équipe qu'on attend à chaque début de saison. Et à chaque fin de saison, on est toujours déçu. Des bons joueurs quand même à Rennes, les gars. Je dis pas qu'il y a de mauvais joueurs. Je dis pas qu'il y a de mauvais joueurs. Nous énerver. Non, mais c'est pas. Non, parce que. C'est juste en fait que Rennes, on attend beaucoup de Rennes et qu'à la fin, on est toujours déçu. C'est juste ça. Sauf la saison dernière, en tout cas pour les supporters rennais. Moi, j'attends de voir un peu plus qu'une semaine. Une semaine bien réussie avant d'aller dans ton sens. Je sens la dynamique, moi. Je sens la dynamique. Après, je peux me tromper, mais je sens une dynamique intéressante. Ouais, non, mais je sens que Rennes là revient bien en Ligue 1. Et puis, vu que la Ligue 1 n'est pas non plus oufissime, t'enchaînes 4-5 bons résultats, c'est bon. Hein. Ouais, mais il faut les faire, les 4-5 résultats. On sont déjà à 2. Voilà, il va falloir les faire. Pour, en tout cas, commencer à monter dans le classement et pourquoi pas faire quelque chose de grand en Ligue Europa. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à Rennes, se qualifier jeudi face à Astana. Pour évoquer l'actu du foot espagnol et du Real Madrid, on accueille Jules qui est avec nous en ligne. Salut Jules. Salut Nas, salut à tous. Ça va un peu mieux. Salut Jules. Ne remue pas le couteau dans la plaie. Ça va Jules ou pas? Prendre soin de Jules. Tranquille, hein, toujours. Oula. Ah, comme tu peux le voir, Jules, ils sont pas très bienveillants autour de la table. C'est pas cool. C'est pas comme ça qu'on accueille. C'est comme à Buenos Aires, là, le titre de River. Bah, on demande comment ça va, c'est des bobos, on s'inquiète, c'est normal. Non, mais on va parler de la Liga, comme ça, voilà, ça va contenter. C'est mieux. Jules, juste avant de parler du Real, un mot sur ce qui s'est passé ce week-end du côté de la Liga, du côté des gros clubs en Liga.
Ouais, on va commencer par le Barça qui a mis une petite claque à Levante, 5-0. Un très grand Messi encore une fois. Si Messi reste dans cette forme-là cette saison, ça va être incroyable. Ça l'est toujours pour l'instant. Ouais. C'est incroyable. Il y a aussi Suarez qui a été très bon dans ce match aussi face à Levante. Ça a été les deux grands acteurs de ce match. Du côté de l'Atlético aussi qui gagne sur le fil 3-2. Il gagnait 2-0 avec notamment un petit but d'Antoine Griezmann d'abord avant de mettre le doublé en fin de match pour gagner le match, alors que justement Valladolid était revenu, c'était un match un petit peu piège, et puis il y a Griezmann qui met ce troisième but, donc très belle performance aussi de la part de Griezmann. Et aussi un petit mot sur Séville qui est quand même deuxième de ce classement, et Séville qui a battu 2-0 Girona avec un Pablo Sarabia qui a marqué le but du break, et c'est son déjà 14e but au milieu de terrain espagnol cette saison, toute compétition confondue, donc c'est très très bon pour Séville pour l'instant. Exactement, et Séville qui s'installe, qui confirme sa place dans les 4 premiers du championnat espagnol. On va parler du Real maintenant, Jules, donc le Real qui s'est imposé 1-0 face au Rayo Vallecano. Et toi, ton dislike, Jules, c'est les limites offensives que tu as vues du côté des hommes de Solari. C'est ça, parce que la victoire, effectivement, elle est là pour le Real, mais on peut regretter, que ce succès soit pas plus écrasant, parce que c'est un adversaire qui était faible, très faible. Pour ceux qui ont vu le match, ils étaient recroquevillés en défense pratiquement tout le match, et le Real s'est même fait peur au final en deuxième période et surtout en fin de match. Heureusement qu'il y a un grand Courtois, mais je regrette que dans un match comme ça, justement l'année dernière, ça c'est un match qui termine à 6-1, l'année dernière, et là c'est 1-0, et contre les grosses équipes en Ligue des Champions ou même après dans les gros matchs, là je sais que le Real jouera seulement en janvier, vu que là il y a la Coupe du Monde des clubs, et ça sera face à Villarreal qui est déjà meilleur sur le papier évidemment que Valladolid, ça va être que Vallecano, ça va être plus compliqué, et c'est les limites offensives du Real qu'on voit depuis le début de saison, quoi. Ouais, messieurs autour de la table, Riyad, sur les limites offensives du Real que pointe Jules, comment toi tu l'expliques, le fait est que là ils n'arrivent pas à produire des jeux. Faut quand même pas oublier qu'ils ont perdu 40 à 50 buts cet été. Et puis faut aussi un temps d'adaptation pour se roder, sachant qu'ils ont eu aussi deux changements d'entraîneur depuis le départ de Ronaldo. Faut pardon. Non, continue. Faut un temps d'adaptation, et puis les joueurs sont pas forcément en confiance. Benzema a eu une assez longue période de disette. Ouais. C'est lui qui a marqué après, c'est lui qui a marqué face au Rayo. Ouais. Oui, mais après sur la période qu'il avait eu avant, et puis c'est aussi un problème peut-être de confiance et aussi de renouvellement d'effectifs. Et puis les joueurs qui sont arrivés cet été, c'est pas fameux quoi. Ils ont repris Mariano à Lyon. Ils ont prêté Mayoral, mais ils ont ramené qui d'autre? Odriozola, l'arrière droit. Après, niveau attaque, ils ont aussi ramené Vinicius, mais très jeune. Franchement, après, tu parlais de la méforme de Benzema, mais aussi la méforme de Isco aussi. Oui, c'est vrai, Isco. Ouais, tout à fait. Une carence offensivement, c'est un truc. Mais après, par rapport à l'année dernière, c'était pas le même. Isco, il n'est pas toujours linéaire sur toute la saison. Il a des hauts et des bas. Là, il est jamais régulier. Quand il a des bas, il a vraiment des gros bas. En plus, en ce moment, il n'est pas en confiance avec le public du Bernabéu. Mais c'est aussi peut-être aussi un problème de motivation, parce que c'est un groupe qui a tout gagné et qui a tout gagné en plusieurs fois. Bien sûr, c'est aussi normal qu'il y ait des soucis sur cette saison. Attends, justement, je voudrais demander à Jules, parce que là on parlait du 1-0 contre le Rayo Vallecano, et Jules il disait que l'année dernière ça serait terminé en 6-1. Moi j'ai juste une question à lui demander, est-ce que pour le moment le plus important pour le Real, c'est pas plutôt d'enchaîner les victoires plutôt que de mettre une raclée ou de mettre un 3 ou 4-0? Est-ce que le plus important c'est de se dire bon hop, on a la victoire et puis il faut les enchaîner maintenant. En fait c'est ça le plus dur, c'est d'enchaîner les victoires, parce que là au niveau du classement de la Liga, il commence à être loin du Barça quand même. Pas si loin que ça, mais c'est vrai qu'il y a pas tant que ça, mais c'est vrai que le Real doit se mettre en confiance, on va dire, parce que cette saison, c'est vrai que on n'enchaîne pas les grosses performances, et c'est justement avec un 6-1 justement entre guillemets, que même si c'est contre une faible équipe, que je pense que ça pourrait mettre en confiance. Et si on continue à faire des matchs à gagner 1-0 en jouant de cette façon-là, c'est pas forcément comme ça quand le Real va se mettre en confiance. Et je voulais aussi pointer du doigt, vous pointiez Isco, mais il faut aussi pointer Asensio. C'est deux joueurs qui depuis le départ de Ronaldo doivent prendre de l'ampleur, et Asensio il a été catastrophique dans ce match. Voilà, il a tout fait mal dans tous ses choix, c'était horrible, il manque des occasions en face à face, tout seul devant les buts 2 fois, c'est impressionnant. Ouais, Asensio, c'est vrai qu'il est un peu l'ombre de. Après le problème avec Asensio, c'est même plus sur le terrain, non Jules,
y a des soucis dans le vestiaire. J'ai vu des rumeurs comme quoi il serait un peu trop dans la vie nocturne à Madrid. C'est aussi ça a été un problème pour les joueurs du Real et ça allait pour lui, il est jeune. Donc après, il n'a pas répondu présent par rapport à toutes les attentes qui étaient placées en lui. Si le Real n'a pas aussi recruté lourd cet été, c'est parce qu'il voulait aussi faire la place à Asensio, place qu'il avait demandé et place qu'il n'assume pas. Real n'assume pas 6 mois, les 6 autres mois, tu seras dégagé. Quoi. Non, mais après, par rapport à Asensio, je pense pas qu'on lui a demandé d'être le nouveau Ronaldo, mais en tout cas, essayer peut-être de le remplacer, peut-être au niveau du jeu, au niveau des buts, ça aurait été compliqué, mais au moins dans l'apport offensif que Ronaldo donnait au Real, au niveau offensivement et au nombre de buts qu'il marque, il aurait peut-être plus fait de passes décisives que de buts, mais je pense, est-ce qu'il n'a pas pris lui-même, il n'a pas voulu prendre ce rôle de vouloir remplacer Ronaldo? Il lui est juste demandé en fait d'apporter une plus-value par rapport à ce qu'il faisait avant. Et forcé de constater qu'elle vient pas. Et qu'il n'a peut-être pas les épaules pour l'assumer maintenant, peut-être dans le futur, parce que c'est quand même un bon joueur de ballon. Mais peut-être pas maintenant. Ouais. On va parler d'un autre jeune, c'est l'objet de ton like, Jules. C'est Marcos Llorente, qui était venu la saison dernière, qu'on n'avait pas beaucoup vu. Mais là, cette saison, il commence à pointer le bout de son nez. Exactement, il a fait un super match. Pour moi, c'est l'homme du match côté Real. Donc il a été positionné dans le rôle de Casemiro, on va dire. Mais Marcos Llorente, il a 23 ans, il a été formé à la Castilla et c'est un joueur qui est beaucoup plus technique que Casemiro. Donc il est dans ce rôle quand même défensif. Mais là où il a été intéressant justement, c'est dans son apport dans l'entrejeu, les ballons récupérés et ses projections vers l'avant. Ça veut dire que dès qu'il a le ballon, 2 fois sur 3, c'est vers l'avant et c'est hyper important dans le football, vous le savez, de jouer vers l'avant. Après, évidemment, on peut jouer vers l'arrière aussi, c'est sûr, mais le plus important c'est d'aller de l'avant dès qu'il y a une ligne, essayer de la casser. Et Marcos Llorente, pour moi, c'est l'homme du match côté Real. Ouais. Et ça va être là, tu vois comment son évolution là jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que il peut être un peu plus qu'un joueur de turnover? Est-ce qu'il pourra, je sais pas moi, concurrencer le milieu de terrain du Real à moyen terme? Ça va être un gros casse-tête pour Solari. Heureusement, c'est pas moi qui vais l'avoir, donc là je suis content. Mais t'aurais bien aimé. Ouais, j'aurais bien aimé. Mais meilleur que Nandez ou pas? Je pense que Nandez, ouais, chaud. Ça va aller à l'Inter, ça. Mais Llorente, ouais, franchement, je pense qu'il a les capacités pour s'imposer. Surtout que Casemiro, depuis le début de saison, c'est pas trop ça. Il était blessé aussi, évidemment. Ouais. Et avec ces blessures-là, il peut aussi, pourquoi pas, espérer avoir de la place. On a vu justement pendant ce match que Llorente, il parlait beaucoup, ce qu'il faisait moins avant, ce qui est normal. Il commence à prendre confiance en soi et aussi à créer des affinités dans le vestiaire. Je pense aussi un peu plus sur le terrain. On l'a vu parler à Modric, on l'a vu parler à des cadres, quoi. Un mec qui vient de gagner Ballon d'Or, tu lui donnes des consignes, c'est cool. Donc voilà, s'il peut s'imposer comme ça, c'est bien. Ouais, non, c'est vrai que Marcos Llorente est en train petit à petit de faire de plus en plus de bons matchs avec le Real Madrid. Pour terminer avec toi, Jules, comment les supporters du Real ont réagi au tirage au sort de la Champions League? Pour rappel, l'Ajax d'Amsterdam pour le triple tenant du titre. Sur le papier, évidemment, content, les supporters du Real. Moi, pas le premier, je suis content sur le papier parce que ça reste un bon tirage. On peut pas dire que c'est un mauvais tirage. Après, voilà, ça reste un 8e de finale de Ligue des Champions. On sait qu'à Amsterdam, ça va être quand même compliqué pour le Real, même si ça reste le Real Madrid. Ouais. S'il y a un moment où on peut prendre le Real, enfin qu'une équipe peut prendre le Real, c'est certainement cette saison, dans une année de transition justement. Alors chaque année, on dit oui, le Real c'est fini. Et au final, voilà ce qui s'est passé pendant 3 ans. Mais cette année, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Après, je pense pas que l'Ajax non plus va sortir le Real Madrid. Après, je leur souhaite. Voilà, s'il peut y avoir des surprises aussi en Ligue des Champions. Le foot est un sport bizarre. Voilà, tout à fait. Mais je pense que pour le Real Madrid, sur le papier, normalement, il n'y a pas grand souci à se faire si le travail est fait déjà à l'aller à l'Ajax. Très bien. Merci Jules en tout cas d'avoir interagi avec nous. On te retrouve dès 2019 pour évoquer l'actualité de la Liga sur les antennes d'MNG Radio. Toi aussi pas trop la fête. Avec grand plaisir. Non, t'inquiète pas. Enfin, à part si le Real est champion du monde des clubs, peut-être. Ah. Allez, merci Jules. Passe une bonne soirée. Merci, ciao. Allez, ciao. Lyon contre le Barça. Est-ce que c'est un... Bon, ça va être compliqué, mais est-ce que c'est un si mauvais tirage que ça pour cette formation lyonnaise, sachant que face à un gros, les Lyonnais ont tendance à se sublimer. Là, t'as pas Fekir au match aller. C'est vrai que c'est une donnée. C'est vrai que Fekir ne sera pas là pour le match aller, effectivement, au Parc OL, mais. Est-ce que Ndombele sera là?
A priori, s'il n'y a pas de pépin physique, oui. Après, c'est au mois de février, hein. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais de toute façon, c'est compliqué pour Lyon. C'est compliqué, c'est que bon, Lyon savait qu'il avait peu de chances de passer. Là, bon, tu te retrouves à avoir une belle affiche, bah, autant en profiter. Ouais. Franchement, voilà, personne ne se fait d'illusions. Ce serait pas non plus un exploit si Lyon passe, en fait. Quoi? Non, ce serait pas un exploit. Non mais attends, oh là là. Mais attends, ils ont gagné contre City quand même cette année, Lyon. À City, nos City se foutaient du match. Hein. Et je te rappelle que Lyon. Ah bah alors là, ça, moi je m'en fous. Parce que je pense qu'on en parlera après du parcours de Lyon en foule. Les gars. Non, mais en tout cas, mais le Barça en match aller-retour. Mais s'ils avaient pris City en 8ème, ils se seraient fait déglinguer Lyon. Mais tu rigoles ou quoi? Mais c'est pire qu'un exploit s'ils battent le Barça en aller-retour. Excusez-moi, le seul gros que Paris affronte avant Manchester, c'est Lyon. Il n'y a pas d'autres gros matchs. Il y a du Amiens, il y a du Rennes. Ouais, ils jouent Lyon en janvier. Lyon alors. C'est Lyon le gros match en tout cas du Paris Saint-Germain avant Manchester. Essaye de voir en février. Ouais, on est en février là, donc 3 février. 3 février, donc Lyon PSG. D'accord. Ah, Lyon PSG. Lyon PSG, ouais. Ah, c'est un gros match quand même. Bah oui, ça reste un gros match de Ligue 1 quand même, bien sûr. Un gros match. Ouais. Et donc oui, tu disais pourquoi pour toi Lyon s'ils éliminent le Barça, c'est pas un exploit? Non, c'est par rapport au mot exploit en fait. Je trouve qu'on le banalise trop en fait. Ouais. C'est pas par rapport au fait pour toi, ce serait une grosse performance. Ce serait une très très grosse performance, mais énorme exploit. Mais étant donné que non, parce que exploit c'est rare, le mot c'est rare. Moi je te parle du mot. Attends, mais quand tu fais un exploit, c'est vraiment un truc qui est, je sais pas, une équipe un peu en dessous de Lyon qui éliminerait Barça. Là, ça serait un exploit, tu vois. Combien de fois Lyon a éliminé Barcelone? Porto, Barça. Si Porto élimine Barça, pour moi c'est un exploit, tu vois. Mais pas Lyon, tu vois. Pourquoi le Porto c'est inférieur à vraiment à Lyon? Ou la Roma par exemple, tu vois. Et la Roma c'est vraiment inférieur à Lyon? Bon, la Roma inférieure à Lyon, je suis pas d'accord avec toi. Mais en tout cas en Ligue des Champions. Attends, c'est un exploit, Nas, d'éliminer Barcelone comme ça. T'as même pas ton capitaine au match aller. Oui, non, mais après c'est un débat, non, mais moi. Moi, je suis pas d'accord. Ouais. Mais toi, difficile de pas être d'accord là, quand même. Moi, je suis assez d'accord avec Isma. C'est pas un exploit d'éliminer Barcelone. Étant donné qu'ils ont éliminé. C'est une très grosse performance. Ils ont collé 5-1 au Real il y a même pas un mois. Et alors? Hier, ils gagnent 5-0 en étant mauvais. Après, c'est la Ligue des Champions, c'est un autre. C'est un exploit d'aller battre Barcelone. Ouais, mais un exploit. C'est même pas. On parle même pas que de les battre. On parle de les éliminer. C'est pas un exploit. Pas tous en même temps. À partir du moment où tu bats City, tu rentres dans un autre délire pour moi. Mais arrête, mais me sors pas que Lyon sont dans la cour des grands quand même. Mais non. Je t'ai pas dit ça. Mais non, tu sais que mais tu parles un City qui n'en avait rien à carrer du match aller. Je te parle par rapport. Et au retour, quand ils sont. On peut pas s'en charger. Ne criez pas, messieurs. Là, il va s'étouffer. Et au retour, quand ils sont mis accélérés, ils te collaient des buts dès qu'ils voulaient. Non, mais faut arrêter. Faut arrêter 5 minutes. Moi, je trouve qu'on banalise trop le mot exploit dans des trucs comme ça. En tout cas, vous qui nous suivez sur le live, voilà, donnez et surtout comparer des matchs de poule à des matchs de phase finale, c'est sans qu'une tête. Bon, on va conclure. Compare une équipe face à une autre, c'est tout. On va conclure. L'intensité des matchs de poule, elle est clairement pas la même, et l'importance qui est mise par les grands clubs. Enchaîner, messieurs. C'est comme le PSG qui avait battu le Barça en 2015. Coupe son micro, Riyad. Il avait battu le Barça l'hiver 2014, on avait parlé d'exploit. C'est bon, t'as le micro coupé, Riyad. Calme-toi. C'est moi qui ai raison. Allez, on va enchaîner. Dislike. C'est la CAF, la Confédération africaine de football. Alors c'est le grand n'importe quoi du côté de l'institution qui gère le football africain. Alors il y a quelques semaines, la CAF avait retiré l'organisation de la prochaine CAN au Cameroun et par conséquent, donc d'après les règles que la CAF elle-même a instaurées, dès lors qu'on retire une organisation de compétition à un pays, ce pays est automatiquement disqualifié. C'est dans les règles. Voilà, c'est l'article 92. Voilà, d'après Ahmad Ahmad. Voilà. Par exemple, le Maroc en 2015. On a retiré l'organisation de la CAN. Ouais, mais nous, le dire, on savait. Non, c'est les Marocains, d'accord. Mais il y a d'autres exemples. Pour un prétexte assez fallacieux, quand même. On va pas revenir là-dessus. C'est pas le sujet. C'était l'époque Ebola. Oui, sachant que le Maroc accueillait
des matchs de l'équipe de Guinée et qu'il y avait des vols réguliers de Guinée au Maroc. Mais bon, après, on ne dira pas que le Maroc avait une mauvaise équipe et qu'il ne pouvait pas se faire gifler à domicile. Mais ça, on ne dira pas aujourd'hui. Ça, on ne dira pas aujourd'hui. Déjà, les vols, c'est même pas du tout la même période que pendant la CAN. C'est pas le sujet. Les vols ne sont pas arrêtés. En 2018, c'était quel pays qui devait organiser le Chan C'était le Kenya qui devait organiser le Chan. Et au final, c'est le Maroc qui l'a organisé. Et le Kenya avait été disqualifié. Voilà, c'était dans le même. Et le Kenya le savait aussi. Exactement. Et là, bizarrement, changement de. Le président Ahmad Ahmad a décidé autrement, sous prétexte de ne pas vouloir lâcher le Cameroun. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il est lunaire, ce mec. Lâcher le Cameroun. Il est quand même lunaire. Pourquoi? Est-ce qu'il a un lien avec le Cameroun particulier? Parce qu'il je termine, juste termine, après tu réagis. Je termine. Donc, juste sous prétexte de ne pas vouloir lâcher le Cameroun. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il ne disqualifie pas le Cameroun alors que c'est dans les règles. Donc, voilà. On va recontextualiser, le Cameroun est dans le même groupe que le Maroc et surtout les Comores, et qu'il y a un dernier match au mois de mars entre le Cameroun et les Comores, et le vainqueur, en gros, ira à la CAN en juin. Mais là, les dernières déclarations de ce mec-là, sur ce que tu viens de dire, c'est que juste là il fait son mal cool pas, genre on verra, machin. Il répond plus vraiment. Il essaie de noyer le poisson. Et pire encore, c'est ce qu'il fait, c'est que non seulement il disqualifie pas le Cameroun, mais il veut donner l'organisation du Cameroun en 2021. Le problème, c'est qu'en 2021, la CAN était prévue en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pas contente. Choisi en 2014 déjà. Voilà. La Côte d'Ivoire pas contente a décidé de saisir le TAS, et Ismaël, tu as une information que en gros le TAS a donné raison. Le TAS a donné raison à la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire donc organisera bien la CAN en 2021. Parce que par rapport à ça, la Côte d'Ivoire, ils ont fait un communiqué en expliquant que tout simplement ils ont investi des millions, il y a eu des moyens humains qui ont été mis à l'œuvre, il y a des appels à projets qui ont été faits, il y a plein de trucs qui ont été mis en marche déjà. C'est pas parce que le Cameroun était en retard dans ses travaux que la Côte d'Ivoire doit subir les conséquences. Tout simplement, ils ont fait un communiqué de presse, tout simple à comprendre, et par rapport à ça, ils ont fait une démarche par rapport au TAS, tribunal arbitral du sport, qui est au-dessus évidemment de la CAF, même au-dessus de la FIFA. Quand il y a un problème avec une institution, tu fais appel à la TAS. Et la TAS leur a donné raison aujourd'hui ou hier dans la soirée, je me rappelle plus exactement. Et du coup, le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas, on est en décembre 2017, on ne sait toujours pas où va se jouer 2018. la CAN. 2018, on ne sait toujours pas où va se jouer. Et c'est porté candidat, le Maroc ne s'est pas porté candidat. Et l'Afrique du Sud s'est porté candidat. Mais le problème, c'est qu'on n'organise pas une CAN en 6 mois, ça fait pas sérieux. Non, ça fait vraiment pas sérieux. Mais quand elle a été sérieuse à Cannes? Non mais au niveau de l'organisation. Oui, mais justement, déjà que quand on prévoit des organisations pendant 2-3 ans, il y a des soucis de logistique. Là, en 6 mois, je peux vous annoncer déjà que la CAN, ça va être une vraie galère là au mois de juin. Pour moi, ça va être une galère comme d'habitude, genre avec les. Mais tu rigoles ou quoi? Non, ça va être pire que ça. Ça va être une galère avec des équipes qui sauront pas où ils devront jouer. Ça va être une galère avec des équipes qui vont arriver en retard. Non, pour moi, histoires comme ça. Tout dépend dans quel pays tu vas la faire finalement. Pour moi, si tu l'as fait en Égypte, au Maroc ou en Afrique du Sud, il ne devrait pas avoir de gros mais Riyad, en 6 mois, t'organises pas une grande compétition en 6 mois. C'est n'importe quoi. Ce que tu dis, c'est par rapport à la qualité des stades. Ah non, je parle même pas de ça. Je parle en termes de transport et tout. Et en termes de transport, de logistique, comment tu fais ça au Maroc ou en Afrique du Sud que si tu la donnes à un autre pays. Mais le souci, quelque part, c'est un peu le même, dans le sens où en 6 mois, c'est vrai que quand tu l'organises dans un pays un peu plus développé, par rapport aux infrastructures, oui, bien évidemment, au niveau technique, mais le problème, ça reste le même, c'est-à-dire que ça se fera à l'arrache, et il y aura forcément des problèmes. C'est ça, moi je suis sûr qu'il y aura des problèmes au niveau de l'organisation même. Tu peux donner l'organisation 10 ans avant, il y aura toujours un problème. Non mais mais là disons que là on est préparé au problème vu qu'on déjà on sait pas on va la jouer. Là c'est encore plus. Mais Messi elle avait été maintenue au Cameroun, t'aurais eu les mêmes problèmes. Mais dès que ça maintient ce que je dis, c'est encore pire. Moi j'ai pas dit non. Parce que le Cameroun c'était pas prêt. Il n'y avait aucun stade qui était c'est ce que je te dis. Donc là, au Cameroun, c'était pas possible. Il y a des problèmes partout, ce que je te dis. Non, mais les problèmes, ils sont. Heureusement que c'est pas au Cameroun, c'est ça que je veux dire, quoi. Et donc, du coup, c'est un gros camouflet pour la CAF, une fois de plus. Et là, en gros, on est en stand-by. Alors, je vais évoquer aussi rapidement les déclarations de Constant Marie, le vice-président de la CAF, qui sous-entend que le Cameroun s'est qualifié quoi qu'il arrive contre les Comores en mars prochain. Donc je sais même pas comment le prendre.
Je veux pas faire l'avocat du diable, mais je pense qu'il doit se dire les Camerounais à domicile doivent battre les Comores. T'es vice-président de la CAF, tu parles pas comme ça. Tu parles pas comme ça, je suis désolé. T'es pas un supporter camerounais, là, t'es quand même le vice-président de la CAF. C'est comme si, je sais pas moi, Gianni Infantino, il arrive, je sais pas moi, il y a France contre une France-Suisse. Oh bah vous savez, les Français, de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont se qualifier. Tu vois, voilà, c'est des trucs que tu vois malheureusement que dans ce continent-là. Et donc voilà, donc c'est un grand n'importe quoi. Moi j'avais envie de passer mon petit. Il l'a dit sur Canal Plus quand même. Sur Canal Plus en plus, et sans pression. Pas un truc, sans pression en plus. C'est ça qui. Exactement. Bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule sur la CAF et du coup on ne sait toujours pas qui va organiser la CAN. Tout va bien. Décembre 2018, on est. Décembre 2018. Ce sera au Maroc et l'Algérie gagnera. Maroc a décidé de ne pas l'organiser.